Bienvenue dans cette série où on va explorer les royaumes brisés, qu'on appelle aussi Broken Realm. C'est une campagne narrative de 4 livres, à la même manière que les Éophores. Beaucoup d'événements majeurs de l'âge de Sigmar se sont déroulés pendant ces événements. Vous m'aurez peut-être entendu parler dans d'autres vidéos de la chaîne de certains événements comme l'ascension de Morathi, la naissance des jumeaux de Slaanesh, la guerre entre Teclis et Nagash, le rituel de la vie d'Alariel, ou même encore l'arrivée de Kragnos et de l'ère de la bête. Donc si vous êtes curieux à propos du contexte et de ce qui a amené ces événements à se produire, vous êtes au bon endroit. En termes de chronologie, les royaumes brisés se passent juste avant les croisades Éophores et juste après les événements du nécroséisme et de la guerre des âmes. Si jamais vous êtes un peu perdu avec la chronologie des événements de l'âge de Sigmar, il y aura le lien d'une vidéo d'une quinzaine de minutes dans la description qui justement détaille la chronologie de l'âge de Sigmar. Mais si jamais, ce qui est important à retenir sont les 4 périodes d'événements majeurs. La première a été l'événement de la guerre des portes-royaumes suite à la tempête de Sigmar qui a repris des territoires aux forces du chaos et a établi les premières cités de Sigmar. La deuxième a commencé avec des événements connus sous le nom de Malign Portents qui ont mené au nécroséisme de Nagash et a donné naissance au sort persistant, ce qui a par la même occasion provoqué la guerre des âmes. La troisième est justement celle dont on va parler, celle des royaumes brisés, dont certains événements vont justement être en réaction aux événements de la guerre des âmes. Et la quatrième période, Dawnbringers, ou les croisades Éophores, vont aussi être en réaction avec un événement des royaumes brisés. Ces événements mèneront ensuite par la suite à la Malruine, l'avènement des Skaven. Voilà donc pour ces 4 périodes majeures de l'âge de Sigmar, et tant qu'on est dans la temporalité, il me semble intéressant d'aborder une sorte de nouveau calendrier d'années qui a été introduit avec la V4 de l'âge de Sigmar. La tempête de Sigmar sert maintenant de point zéro dans ce calendrier. L'ère de la bête qui va être introduite avec les royaumes brisés se passera 117 ans après cette tempête, donc les royaumes brisés en général se passent environ un siècle après le début de l'âge de Sigmar, et l'heure du déclin de la Malruine, dont on a parlé dans les événements des croisades Éophores, se passe en l'an 133, soit environ 16 ans après l'ère de la bête. Ce qui est d'ailleurs intéressant avec ce système d'années, c'est qu'il est universel pour les 8 royaumes, car les mois de l'année sont déterminés par le flux et le reflux de Shaish et Giran. A noter que ce calendrier est chroniqué par les peuples d'Azir, le royaume des cieux, donc il est fort probable que les peuples n'appartenant pas à la grande allégeance de l'ordre aient leur propre calendrier. Mais du coup, les cités libres se repèrent par rapport à la tempête de Sigmar, puisque c'est peu après cet événement qu'elles ont été créées. Voilà, donc avant d'aborder les événements du premier livre des royaumes brisés, on va d'abord faire un petit résumé de la guerre des âmes. Pour rappel, avant la guerre des âmes et le nécroséisme, il y a eu une période nommée le temps des tribulations, où de nombreux mages et voyants ont commencé à être harcelés de visions apocalyptiques, comme si le destin et la magie des royaumes eux-mêmes essayer d'avertir les mortels d'un sombre dessein. Et d'ailleurs, pas seulement eux, car les dieux, et même les dieux majeurs du chaos, ont été affectés par ces visions. Khorne, entre autres, a entrevu les 8 royaumes, peuplés entièrement par les morts, et donc vidés de toute goutte de sang, de rage ou de guerre. Avec tous ces présages, il était assez évident que l'instigateur de ce futur n'était nul autre que Nagash, le grand nécromancien, qui préparait ce grand dessein depuis des millénaires, et qui lui aurait permis d'atteindre une victoire et une domination totale contre tous les dieux et les mortels. Son plan était de canaliser la magie de Shaish à l'intérieur de lui et de devenir l'incarnation de la mort elle-même. Une fois ce statut atteint, il aurait pu éteindre toute vie à travers les royaumes mortels et les aurait relevés par la nécromancie à son service. Il aura cependant sous-estimé à quel point tous les dieux, surtout les dieux du chaos, se sont ligués contre lui afin de l'arrêter. Et on pourrait être un peu surpris au premier abord de voir les dieux du chaos essayer de sauver les mortels, mais il se trouve que ces dieux sont l'incarnation de leurs émotions. Et donc, s'ils venaient à disparaître, ils perdraient alors toute connexion avec cette réalité et donc cela mettrait à terme à leur grand jeu. Et je trouve quand même cet événement assez unique dans Warhammer car c'est l'un des rares moments où les dieux du chaos auraient pu perdre. Car dans toute autre circonstance, tant qu'il y a des êtres conscients et qui ressentent des émotions, ils auront toujours un point d'entrée dans la réalité. Mais au final, avec un tel nombre de forces contre lui, le rituel de Nagash aura été déjoué, bien que seulement en partie car une vague de magie nécromantique aura tout de même été relâché à travers les royaumes et aura relevé une quantité innombrable de morts vivants, notamment de spectres, ce qui a par la même occasion créé la faction des Errantes Nuits. Cet événement a aussi servi de déclaration de guerre entre Nagash et les dieux du Panthéon de l'Ordre, car le grand nécromancien était là de voir les dieux elfiques et Sigmar lui voler les âmes du royaume des morts dont il était le souverain. Et c'est pourquoi cette lutte pour les âmes a été nommée la guerre des âmes. On ne va pas trop entrer dans les détails de cette guerre, mais ce qui va être important, c'est
c'est que vers la fin de ce conflit, Nagash va profiter du désordre et va réussir à reprendre un point stratégique vital, la porte de royaume de Shaish qui mène à l'Omnipoint, qu'on appelle aussi parfois les 8 points. C'est un sous-royaume qui possède des portes menant à chacun des 8 autres royaumes et qui était jusqu'ici contrôlé par les forces d'Archaon, l'élu éternel. Cette grande victoire a été accomplie par 2 de ses plus récents mortarques, Katakros, le mortarque des nécropoles, et Olinder, la mortarque du deuil. Ensemble, ils auront réussi à percer les défenses de la porte de Shaish de l'Omnipoint et auront ensuite rapidement érigé une forteresse d'ossements par la magie nommée Arx Terminus. Et c'est justement là que commencent les événements du livre des royaumes brisés de Morathi. Ses agents et informateurs, les rôdeurs de l'ombre kainite, l'ont informé du conflit entre Archaon et Nagash. De plus, elle a aussi connaissance d'une ressource très intéressante qui sommeille dans les profondeurs de l'Omnipoint et qui est vitale pour les stratégies futures de l'élu éternel. Il s'agit de la Varanite, une pierre du chaos qu'on ne peut trouver qu'à l'Omnipoint. Cette substance est une manifestation de mutation pure du chaos, car tout ce qui entre à son contact, qu'il soit organique ou même inanimé, est corrompu instantanément et voit toutes sortes de mutations le recouvrir. Cela peut donc transformer instantanément des mortels en créatures similaires aux enfants du chaos, ou même transmuter les armures et murs les plus solides en amas de chair. Et Archaon cherche justement à s'en servir pour percer les défenses de la porte au royaume d'Azir à l'Omnipoint, car elles ont été scellées depuis le début de l'âge du chaos par l'alliance du pouvoir de Sigmar, Grogni et même la magie de Malerion et Teclis. Devant toutes ces informations, Morathi a décidé d'informer Sigmar de la position de faiblesse d'Archaon, mais aussi du danger que représentait la Varanite. Suite à ces révélations, le dieu roi a tenu un conseil de guerre. Si une offensive sur l'Omnipoint était à envisager, une force substantielle était nécessaire. Morathi a alors proposé un plan audacieux. Une large force sera envoyée pour une attaque frontale afin de détourner l'attention des défenseurs, tandis qu'une plus petite force, dirigée par Morathi elle-même, infiltrera l'endroit où se trouve la Varanite et ouvrira un portail afin de la disperser dans le vide éthérique et d'une pierre de coup neutraliser la menace. Bien que Sigmar soit très méfiant envers Morathi parce que c'est Morathi, il n'y a pas vraiment besoin de raison supplémentaire, il reconnaît tout de même la validité de son plan et commence à mobiliser plusieurs hostes d'Éternel pour l'invasion. Et pendant ce temps, les agents de Morathi ont commencé à préparer le terrain pour l'offensive en s'infiltrant dans les 8 points. Mais aussi, en parallèle, mènent d'autres de ces opérations secrètes à travers les royaumes, notamment dans les profondeurs de la mer de Meisnar, à Giran, le royaume de la vie, et où se trouve un artefact ancien et puissant caché par les Idonès, nommé la lanterne Okarienne. Cette relique est assez particulière car elle a été créée par Teclis et a servi pour sauver les âmes elfiques du ventre du dieu Slanesh. Mais elle permet aussi de pouvoir entre autres traquer les âmes des elfes. C'est pourquoi les Sitaï, les premiers-nés, qui étaient la première race elfique créée par Teclis, ont décidé de voler la lanterne et l'ont cachée dans les profondeurs car ils ont fui leur créateur lorsqu'ils ont réalisé qu'il n'était pas à la hauteur de la perfection attendue d'eux. Le fait que la lanterne okarienne reste sécurisée et cachée était donc vital pour assurer que l'emplacement des cités Idonès reste caché. C'est d'ailleurs pourquoi elle était cachée aussi profondément et protégée par des monstres colossaux. Mais malgré tous ces obstacles, les agents de Morathi étaient déterminés à la récupérer pour des dessins qui étaient encore inconnus. Ils ont obtenu l'emplacement de la lanterne grâce à Taras Nightscour, un amiral d'une flotte de corsaires elfes. C'était un allié de longue date de Morathi qui cherchait depuis des décennies, à la demande de la Grande Oracle, l'emplacement de la lanterne. Un de ces navires a fini par capturer un prêtre Idonès suite à une bataille dans la mer de Mesnar. Et après avoir été longuement torturé, le prêtre a fini par révéler la localisation de la relique. Mais même en connaissant l'emplacement, l'atteindre était quasiment impossible, ce qui aura peut-être assuré le prêtre lorsqu'il était au bout de ses souffrances. À part les Idonès, très peu d'individus pouvaient atteindre les profondeurs et résister à leur pression, et cela sans même prendre en compte les défenses de l'artefact. Cependant, les agents de Morathi étaient des rôdeurs de l'ombre. Ces Kénites sont les assassins et saboteurs d'élite de Morathi, personnellement recrutés au sein du culte de Kain, chacun maîtrisant parfaitement les ombres et utilisant la nuit comme une arme. Mais le plus grand atout qu'ils ont dans leur arsenal est une bénédiction qu'ils obtiennent de Morathi, parfois même de Malerion en personne. Il s'agit d'un sceau magique, une marque nommée la Myrkas ou l'ombre marque. Cette rune leur permet de glisser à travers la réalité dans une sous-dimension nommée la toile umbrale, un réseau de magie crépusculaire reliant les 8 royaumes entre eux. Entrer et sortir de la toile permet donc de contourner tout obstacle ou défense. Cela a toutefois un coût. Chaque voyage dans cette étrange dimension semble rendre les rôdeurs plus blêmes et fantomatiques, les rapprochant inexorablement vers leur fin et écourtant significativement
leur longue vie elfique. Grâce à ce don, 60 des rôdeurs des ombres de Morathi ont pu atteindre la fosse abyssale de Sardanois. Au fond du gouffre, ils découvrirent un temple gigantesque, gardé par des créatures terrifiantes, et où une faible lueur dorée pouvait être aperçue. De toutes les guerrières et guerriers qui entrèrent dans ce lieu, seule une en ressortit. Elle était sévèrement blessée et aveugle. Son esprit semblait être à moitié brisé, mais elle a tout de même réussi à fuir dans la toile, en tenant fermement la lanterne okarienne dans ses mains brûlées. Peu après, les armées de Sigmar et Morathi étaient prêtes à se lancer dans leur offensive conjointe contre les 8 points. Cependant, le maelstrom de sorcellerie entourant la Varanspire, la forteresse d'Archaon, empêchait les éternels de l'orage d'utiliser leur méthode habituelle pour se déployer avec la foudre. Le seul point d'entrée aux 8 points qui était sous le contrôle de l'ordre était la porte de la Genèse à Giran, le royaume de la vie, dans le territoire de la reine éternelle, Alarielle. Cette porte avait d'ailleurs été verrouillée par l'alliance de Sigmar et d'Alarielle durant la guerre des portes pour se protéger des forces d'Archaon. C'est pourquoi la déesse du Giran n'avait aucun désir d'ouvrir son domaine à celui de l'élu éternel. Mais Morathi réussit éventuellement à la convaincre en l'avertissant du danger qu'était la Varanite, qui pouvait aussi percer les défenses de la porte de la Genèse et rendait donc son domaine tout aussi vulnérable. Cependant, l'autre côté de la porte, à l'omnipoint, était lourdement fortifié par des forteresses, des tours de guet et des tranchées remplies de pièges mortels. C'est pourquoi, après avoir ouvert la porte, Alarielle a utilisé ses pouvoirs pour canaliser un immense tsunami d'eau enchantée à travers la porte de la Genèse. Cette vague a d'un seul coup submergé les défenses du chaos en tuant des centaines de soldats tout en transformant le paysage aride et corrompu en une terre fertile purifiée, recouverte de vignes épineuses et de racines épaisses. Grâce à cette ouverture, une première vague d'éternels des marteaux de Sigmar a été envoyée, menée par le seigneur célestant Andrus Nihilat. Ils étaient aussi appuyés par une large force d'Erini des filles de Cain. Ensemble, les deux forces ont facilement et rapidement remporté la victoire et le contrôle de ce côté de la porte de la Genèse avait été pris. Un total de 8 hostes de l'orage, soit 40 chambres, avaient été mobilisés, soutenus par les forces de 6 temples de Cain. Leur assaut combiné aura été tel qu'aucun des défenseurs du chaos n'aura survécu, et tous les fuyards ont été abattus par les Kinérailles des Kénites. Les Éternels ont été très impressionnés par leur adresse lors de la bataille, mais leur respect a vite fait place au dégoût alors qu'ils ont pu observer les rites post-bataille barbares des filles de Cain. Mais de par leur alliance, ils ne pouvaient qu'observer avec consternation les sacrifices sanguinaires que les Cainites pratiquaient sur leurs captifs. Morathi était aussi présente, vêtue d'une somptueuse robe de cérémonie et dirigeant la procession des temples roulants à la gloire de Cain, entourée des Eintar Kai, des membres d'un temple dont les talents étaient cruciaux pour le rituel destiné à se débarrasser de la Varanite. Le sang sacrifié des vaincus a d'ailleurs servi à remplir les chaudrons de sang afin d'amplifier leur magie pour mieux se préparer à ce rituel. Et pour augmenter encore plus les chances de sa réussite, des éternels de la chambre sacro-sainte, menés par la seigneur Arcanum Venardrise, se sont joints à l'opération. Cela dit, ils étaient aussi secrètement là pour surveiller Morathi. Alors qu'ils ont commencé à faire route ensemble vers la gueule de Varantax, l'emplacement de la Varanite, des éternels de l'host des chevaliers sanctifiés, menés par le seigneur célestin Narbus, Lightbearer, sont restés en arrière pour protéger la porte de la Genèse, qui était leur seul point de sortie. Non loin de tout ceci, quelqu'un d'autre observait discrètement et mettait aussi en place ses pièces sur l'échiquier. La grande héraude de Slaanesh, Glavia Sinhart, qu'on surnomme aussi parfois la mangeuse de songes. Elle était autrefois la compagne du prince noir, charmant ce dernier avec des récits macabres sur les mortels qu'elle avait pervertis à travers son chant envoûtant. Grâce à la faveur de Slaanesh, Glavia avait acquis le pouvoir d'entrer dans les rêves de ses victimes, les emprisonnant dans des geôles mentales peuplées de terreur, d'exaltation et de dépravation. Depuis l'emprisonnement de son maître, elle avait commencé à percevoir des visions mystérieuses de songes qui pourraient provenir du prince noir lui-même. Ces rêves contenaient des indices cryptiques sur l'emplacement du prince et les étapes nécessaires pour le libérer. En suivant ces signes, elle a voyagé à travers les royaumes mortels, accompagnée d'un entourage de devins et de toutes sortes de créatures assoiffées de sensations fortes, prêtes à tout sacrifier pour atteindre leur objectif. Glavia observait alors avec satisfaction les colonnes de l'armée des éternels et des filles de Cain et frémissait avec excitation en pensant à l'événement à venir qui se préparait avec un délice démoniaque. Car la conclusion d'une prophétie des Édonites, nommée la prophétie de la parturition, semblait approcher. Le prince du chaos s'agite dans ses entraves crépusculaires. Le chant mélodieux de ses fidèles lui parvient de toute réalité. Chaque cri d'agonie, chaque gémissement d'extase accroît son pouvoir à l'insu de ses jolis obtus. Une par une, ses chaînes divines se brisent, chaque maillon brisé, masqué par les impénétrables
l'impénétrable illusion du prince. Dans leur arrogance, les princes elfes n'ont aucune idée de ce qui les attend. Le prince de la perfection sera bientôt fécond. Le hurlement de la foudre annoncera sa venue. Les serments amers de ceux qui ont connu la trahison chanteront sa naissance. Tout se jouera devant les murs de la forteresse du grand imposteur. Les océans bouillonneront, les ombres se tordront de rage. Quand la tête du serpent se scindra en deux, sous le regard d'une lune écarlate, le nouveau-né fera son apparition. Au zénith de son exultation, il rampera hors du ventre de son père, et les royaumes trembleront à la vue de son étincelante majesté. Les forces des Kainites et des Éternels étaient maintenant divisées en plusieurs groupes. L'un protégeait la porte de la Genèse, comme on l'a dit plus tôt. Le second était composé de soldats d'infiltration de la chambre d'avant-garde des Éternels, ainsi que des membres du temple Kainite des Célébron. Leur tâche était de neutraliser des avant-postes et de s'attaquer à l'intérieur du territoire ennemi afin de provoquer le désordre de leur organisation. Un troisième, sous la direction du seigneur Véritan, Kaiser Venbrecht, de l'host des enclumes de l'Eldenhammer et de la reine matriarche Siletz, se concentrait sur la reconnaissance et l'avancée dans le territoire hostile depuis la porte. Le seigneur Célestin Nihilat, quant à lui, et ses marteaux de Sigmar, prendraient la tâche plus périlleuse de faire un assaut frontal contre la gueule de Varantax, tout en étant soutenu par les forces d'élite de la Melusai Ferekai Vatera Ceris. Cette force était déterminée à maintenir une progression rapide afin d'éviter que l'ennemi ne puisse avoir le temps de se mobiliser. En parallèle de tout ceci, Morathi a commencé aussi à bouger d'autres pièces. Ses agents sont allés chercher une audience auprès d'Orphéon Catacros, le mortarque des nécropoles, qui, comme on l'a dit plus tôt, contrôlait la porte de Sheish de l'Omnipoint. Ils ont surprenamment réussi à établir un machin avec lui qui assura que lui aussi lancera un assaut contre les forces d'Archaon, ce qui permettra d'apporter encore plus de diversion. Les forces des marteaux de Sigmar du seigneur Célestin Nihilat finissent par arriver à la gueule de Varantax, et pendant ce temps, les forces plus modestes de Morathi commencent à s'engager dans les profondeurs de la gueule en direction de la Varanite. De lourdes pertes commencent à se faire sentir de tous les côtés face aux hordes de créatures du chaos et des pièges mortels qui protègent la gueule. Après une avancée assez pénible, ils finissent par arriver dans une immense caverne où la Varanite est exploitée en l'aspirant par l'intermédiaire de vers démoniaques géants qui sont les seules choses qui peuvent déplacer la pierre de royaume. Ces créatures étaient cependant entourées et surveillées par une garnison d'ennemis et des esclaves. Les troupes de Morathi et les éternels sacro-saints ont alors commencé à prendre d'assaut les passerelles surplombant le bassin de Varanite. Dans le chaos de la bataille, un immense ver a fini par émerger du sol et a semé le chaos dans les lignes ennemies. C'est alors que Morathi commence à discrètement incanter un portail afin de s'emparer du ver et de la Varanite à l'intérieur de lui, et ce, à l'insu des éternels qui sont avec elle. Cependant, la seigneur Arcanum des Sacro-Saints s'est aperçue de sa supercherie, mais avant qu'elle n'ait eu le temps de prévenir les autres éternels, quelque chose semble avoir frappé dans le dos, et elle s'est soudainement trouvée paralysée alors que son corps commençait à se transformer en cristal noir. Pendant ce temps, à la surface, les forces du chaos avaient commencé à se mobiliser vers la forteresse de la gueule de Varantax, et les forces des marteaux de Sigmar, qui faisaient diversion, commençaient à se faire encercler. Une myriade d'éclairs frappait alors le champ de bataille à chacune des morts des éternels. Mais une étrange magie chaotique semblait aussi en attraper certains et les empêcher de repartir à Azir. Ils ont cependant eu un bref répit alors que les renforts des enclumes de l'Eldenhammer menés par Venbrecht ont fini par arriver. Ensemble, les deux forces réussirent à détruire certains des étranges hôtels qui empêchaient leurs frères et sœurs à retourner vers le royaume des cieux. Cependant, d'autres étaient encore debout. Le seigneur Véritan Venbrecht, qui était alors grièvement blessé, demanda au seigneur Célestin Nihilat de l'abattre tant que le nombre d'hôtels était diminué, afin qu'il puisse essayer de traverser les nuages pour prévenir le dieu roi de cette nouvelle arme. Morathi et ses filles de Cain, appuyés par des éternels de la chambre sacro-sainte, progressaient discrètement dans les profondeurs afin de neutraliser la Varanite. Cependant, à un moment crucial, Morathi et ses forces ont trahi les éternels, les ont paralysés afin d'éviter la possibilité qu'ils pourraient prévenir Sigmar après leur mort. Par la suite, Morathi a ensuite décidé d'emmener la Varanite avec elle afin de l'utiliser dans un rituel pour accomplir ce qu'elle désirait depuis bien longtemps, devenir une déesse. Elle s'est retirée au temple d'Agnar à Ulgu, le royaume des ombres, où se trouve le masquoir, le chaudron mère, à l'intérieur duquel elle avait placé les âmes elfiques reprises à Stanesh. Et c'est d'ailleurs aussi
aussi de ce chaudron que sont nées certaines des filles de Cain, que l'on appelle les Skarsborn, qui sont aussi appelées les vrais nés ou les nés des ombres, comme par exemple les Kinerai et les Melusai. Mais là, Moratti utilise le chaudron d'une manière assez différente, car elle a placé la varinite à l'intérieur avec différents ingrédients afin de le purifier, pour enlever la corruption chaotique tout en conservant ses propriétés transformatives, et ainsi pouvoir permettre à Moratti d'essayer de se transformer en une déesse parfaite, bien que le résultat ne soit vraiment pas garanti. C'est d'ailleurs pourquoi, à la moindre erreur dans le rituel, Moratti a torturé et exécuté ses acolytes. Mais cette potion avec la varinite n'était qu'une partie du plan de Moratti, car pour mener son plan à bien, elle avait aussi besoin de prendre le contrôle de lieux nommés les Ombrevoies, un réseau de couloirs entre Ulgu et Ulgish, un sous-royaume entre le royaume de la lumière et le royaume des eaux, et qui est aussi entre autres l'endroit où est enfermé le dieu majeur Slanesh, le prince des excès. Moratti était alors au point culminant de sa quête pour atteindre la divinité. Tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait fait, ses alliances, ses trahisons, pour elle, tout avait mené à ce moment critique, et maintenant seules deux voies s'offraient à elle, la divinité ou la mort. Pour se préparer le plus possible, elle a appelé un maximum de force des différents temples de Cain à Agnar afin de défendre le grand temple. Agnar se trouvait à côté d'un étrange jeu de pouvoir nommé les flux, une source de magie de l'ombre qui créait des illusions et des brouillards autour de la cité. Cet avantage naturel venait s'ajouter aux nombreuses défenses du temple. Cependant, une large force pourrait réussir à les briser. C'est pourquoi Moratti a aussi sollicité l'aide des maîtres des flottes de Misthaven qui ont déployé une immense armada avec à sa tête une arche noire. En tant que grand oracle, elle a annoncé qu'un rituel pour invoquer le dieu du meurtre allait être lancé dans une grande tempête de feu et de sang, prétendant que Cain sera bientôt réuni avec ses adoratrices. En parallèle de tout cela, les rois des différentes enclaves Idonès se réunissent dans les profondeurs suite au vol de la lanterne ocarienne par Moratti. Le vol de cet artefact avait vraiment créé une situation de crise pour eux, car si la lanterne venait à tomber entre de mauvaises mains, leurs ennemis pourraient les trouver dans leur cachette. Et à cause de l'équilibre fragile de leur population, l'isolement était pour beaucoup ce qui les avait maintenus en vie jusqu'ici. Le haut roi Volturnos présidait cette assemblée et était celui qui les avait informés de la disparition de la lanterne, ce qui a grandement échauffé les esprits des reines et rois accueillants de l'assemblée. Molpir, le roi des Fouetan, une enclave assez agressive d'Akshi et aussi connue pour son impulsivité, se leva pour critiquer les défenses d'Aenrak, insinuant qu'elles étaient insuffisantes pour protéger un tel trésor. Revarnos, le roi des Nautilars, cependant plus mesuré, insista sur la nécessité d'agir rapidement afin d'éviter le pire. L'identité des voleurs a alors été dévoilée, car une Siansa, une arme des cultes kénites, avait été trouvée sur les lieux du vol. Il était alors assez clair que la coupable n'était autre que Moratti. Cette révélation plongea l'assemblée dans un silence pesant. Volturnos avertit que si Teclis, l'illuminateur, récupérait son trésor, les Idonès seraient alors traqués sans relâche, et il finirait très certainement ce qu'il avait commencé avec les Sitaï. C'est pourquoi il décida de lancer une offensive directe et d'invoquer les forces de toutes les enclaves afin d'attaquer la capitale des Kénites et de récupérer au plus vite la lanterne. Les Idonès n'avaient cependant jamais été dans une guerre ouverte, car ils devaient forcément s'attendre à de lourdes pertes, ce que la population des Idonès ne pouvait pas se permettre. Mais cette fois-ci, il en allait de leur survie. La grande armée des Idonès a alors attaqué et encerclé Agnar. De loin, on pouvait observer cette immense nuée ressemblant à un céphalopode, et donc chaque tentacule était formé de phalanges de guerriers Akelian et Namarti. La grande flotte des corsaires elfes a été la première à être touchée par l'attaque, car elle gardait le détroit de Enemark, qui était la principale voie d'accès au grand temple. Le détroit était gardé par la grande arche noire nommée la persécutrice, dont la taille et les défenses étaient telles que cela revenait à protéger la forteresse d'Agnar avec une autre forteresse. Un épais brouillard a alors enveloppé le détroit, et tout à coup, nombre des vaisseaux corsaires ont été éventrés alors qu'une douzaine de léviathans monstrueux ont émergé des profondeurs. Malgré la surprise et le chaos initial, les marins de Misthaven ont su réagir avec discipline et ont répondu avec une riposte de pluie de feu et de boulets de canon. Cependant, leurs ennemis étaient déjà assez proches, et donc des tirs concentrés étaient difficiles sans risquer des tirs alliés. Les léviathans percutaient les navires comme des béliers et brisaient aisément le bois et le métal, projetant
jetant les marins dans les zones noires qui étaient ensuite mis en pièces par des Alopex et des Fangmora. Malgré leurs lourdes pertes, les forces de Misthaven ont résisté du mieux qu'elles le pouvaient et ont tout de même réussi à abattre de nombreuses créatures. Mais les monstres marins n'étaient pas leur pire menace. Des esprits vengeurs des océans, d'étranges manifestations d'entités des océans, les Eidolons, semaient aussi la destruction parmi les navires, semant encore plus la terreur dans leurs rangs. Si les corsaires n'étaient pas des marins aguerris, nombre d'entre eux auraient certainement fui. Les Idonès subissent aussi de lourdes pertes, alors que des fusiliers des guildes libres de Misthaven, positionnés sur les côtes de Agnar, apportent des tirs de soutien bienvenus sur les forces des Idonès. Et déjà à ce point de la bataille, la surface de la mer est jonchée de cadavres flottants. Un autre point intense de cette immense bataille se déroule aussi non loin, dans la baie de Agganal, un autre point stratégique important pour le contrôle des côtes de Agnar. Les Namarti des Idonès émergent des eaux pour attaquer, mais sont vite contrés par des torrents de flammes, des balistes et des Kinérailles qui frappent depuis les airs. Malgré leurs pertes, les Idonès continuent de lancer constamment des vagues d'assaut, soutenus par des monstres marins nageant dans l'air grâce à la magie de l'éther-mer des Isharan. Les défenseurs décident aussi de contre-attaquer avec leurs propres monstres, des Charybdis. L'intensité du combat devient alors encore plus violente, alors que d'immenses monstres se font face, décimant tout autour d'eux dans leur rage bestiale. Cependant, la situation bascule en faveur des Idonès lorsque le haut roi Volturnos apparaît, brandissant son épée, l'Astra Solus, et menant lui-même une charge dévastatrice à la tête de ses Achélians. Son apparition ravive le moral des Idonès, ce qui force les défenseurs à reculer vers les falaises, n'ayant d'autre choix que de battre en retraite face à cette immense marée. Mais c'est alors qu'un corps de guerre résonne au-dessus des vagues. Glavia Sinhart, l'héros de Sanesh, qui avait longuement observé les agissements de Morathi dans l'ombre jusqu'ici, arrive à la tête d'un host de Sanesh sur une flotte de quadrirèmes d'argent ornée de bannières en peau humaine et entourée de vapeurs nauséabondes. Glavia profitait de la position de faiblesse de Morathi pour attaquer directement la cité-temple. Cette arrivée très soudaine a naturellement perturbé les plans des Idonès. Les matriarches de Agnar ont profité de leur confusion afin d'envoyer des troupes pour contre-attaquer les troupes Idonites. Les corsaires, quant à eux, avaient rempli leur rôle en encaissant la première vague des Idonès et se sont retirés à bord de l'Arche Noire pour se protéger. Volturnos réalisa alors que son armée était prise en étau. Il décida de passer à une tactique défensive et à former une ligne de défense avec ses troupes, protégées par des boucliers magiques invoqués par des Isharan. Et en parallèle, pendant que le gros de l'armée était dans une position plus défensive, il planifiait une offensive audacieuse avec une plus petite force de cavalerie d'élite pour pénétrer dans le cœur de Agnar pour récupérer la lanterne. Lui et ses cavaliers s'élancèrent dans les airs et durent faire vite face aux Kinérailles alors qu'ils se dirigeaient vers le palais de la Grande Oracle. Un immense dôme sculpté à partir des corps cristallisés de ses ennemis vaincus et à l'intérieur duquel se trouvait le masquoire, le chandron mère, où Morathi était justement en train d'accomplir son rituel au même moment. Depuis différents endroits du royaume des ombres, ces reines matriarches avaient commencé à égorger des prisonniers serviteurs des dieux du chaos en sacrifice. Le sang brûlant, chargé de soufre des adorateurs de cornes, se mêla au pu épais qui parcourait les veines putrides des fidèles du dieu de la peste, ainsi qu'à l'écorce argenté des sorciers de Tsinch. Leur sang avait été versé dans des chaudrons de sang, ayant un lien mystique qui les unissait avec le chaudron mère. Ces sangs, liés à différents dieux du chaos, ont transformé le masquoire en un nexus de sorcellerie qui attirait les âmes damnées des adorateurs du chaos sacrifiés, et qui était ensuite redirigé à travers le réseau de canaux ésotériques qui reliaient Ulgu à Ulgish, et qui allait ensuite se déverser directement dans la panse de Sanesh, créant un lien direct avec le prince des excès. Au début, le dieu enchaîné se réjouit de cette offrande, bien qu'il fût dégoûté par le mélange d'essence de ses frères. Mais c'est alors qu'il sentit une ouverture dans le tissu de la réalité. La grande oracle de Cain, Morathi, avançait dans le masquoire avec le cœur de fer de Cain dans une main et la lanterne ocarienne dans l'autre. La Varanite a alors commencé à entrer en ébullition, comme si elle cherchait à s'enfuir du chaudron. Des figures fantomatiques à demi formées commençaient à apparaître autour d'elle, figées dans une expression d'horreur absolue. Et au centre du chaudron était apparu un vortex dont les couleurs et les sons qui en émanaient ne pouvaient être reconnus par l'esprit d'un simple mortel. L'une après l'autre, toutes les silhouettes y furent entraînées en hurlant, et ainsi Morathi avait créé un lien entre le masquoire et le ventre de Sanesh, ce qui fit d'ailleurs frémir le prince des plaisirs pour la plus grande satisfaction de l'oracle de Cain, savourant le début de sa vengeance pour la damnation que ce dernier lui avait infligée. Elle leva la lanterne ocarienne et la salle entière baigna dans une lumière immaculée. Elle prit une inspiration et plongea dans les profondeurs du ventre du prince des excès. Et là son épreuve et son supplice commencèrent.
commença. Une douleur aveuglante et omniprésente s'empara d'elle. Sa peau albâtre se détacha de son corps comme la mue d'un serpent. Elle a alors ouvert sa bouche pour hurler, mais la varnite est alors entrée dans sa gorge et elle eut la sensation que du feu liquide entrait dans ses poumons. Elle sentit alors ses os se briser et changer de forme. À ce moment-là, seule sa volonté lui permettait encore de continuer. Elle avait déjà traversé un supplice similaire pendant les millénaires qu'elle avait déjà passés dans le ventre de Slaanesh. Elle rassembla alors ses forces pour lever la lanterne okarienne, dirigeant son pouvoir d'attirer les âmes elfiques en direction du prince des excès. Et un torrent d'âmes a alors été extirpé de sa masse divine. Il y en avait des milliers, épuisées et privées de potentiel après des millénaires de torture. Beaucoup d'entre elles accouraient vers la liberté de la lanterne, mais Morathi les rejetait, car elle ne recherchait que les plus éclatantes, les plus puissantes, les âmes des anciens rois phénix d'Ultuan, qui chacune avait conservé un fragment de la divinité qu'ils avaient béni. En eux brillaient encore les flammes sacrées d'Asurian, intactes malgré les éons de souffrance. En les voyant, Morathi fut submergée par des émotions et des souvenirs qu'elle avait enfouis depuis longtemps. Elle reconnaissait même certains de ses rois, elle en avait craint certains, et il y en avait même un qu'elle avait aimé. Pour échapper à la nostalgie, elle se fit violence et endurcit son cœur. Elle se transforma en un serpent d'ombre et commença à dévorer ses amants. Sa forme sinueuse les enserrait dans des anneaux et les mordait avec des crochets noirs. Chaque âme qu'elle dévorait lui insufflait un peu plus de puissance divine et ne laissait derrière elle que des cendres. Cependant, les âmes royales tentèrent de se défendre en prenant aussi des formes astrales pour combattre le serpent. Certains avaient pris la forme d'aigles de feu, de lances de lumière solaire ou de vagues de magie azuréenne. Mais Morathi, au fur et à mesure qu'elle les dévorait une par une, devenait de plus en plus puissante. Finalement, à la fin, une seule de ces âmes restait, la plus puissante de toutes. À sa vue, pendant un instant, Morathi hésita, alors qu'elle contemplait l'âme d'Aenarion, le premier roi phénix. Mais cet instant de faiblesse lui fut fatal. Répugné et enragé par l'acte de Morathi, ce dernier prit la forme d'une épée de feu et de sang, semblable à l'épée de Cain, et sa forme transperça l'âme de Morathi et scinda son être en deux parties. Et alors que la reine des ombres hurlait de douleur, le corps de Slaanesh fut pris de convulsions et un chœur de cris déments s'échappa de ses innombrables bouches. Et un torrent visqueux de salive étincelante prit la forme d'une silhouette scintillante et commença à prendre en chasse Morathi, et étant blessée, elle n'a d'autre choix que de battre en retraite. Pendant ce temps, le haut roi Volturnos et le roi Némétar se feraient un chemin à travers les halls obscurs du premier temple et sèment la mort parmi les Khainits. Ils finissent par arriver devant la chambre du rituel, d'où ils peuvent entendre les cris d'agonie de Morathi. De grandes portes les empêchaient d'entrer, mais un coup puissant de l'Astra Solus de Volturnos leur a permis de la forcer et de pénétrer le sanctuaire, où ils furent confrontés à une vision terrifiante. Le chaudron mère était fissuré et chauffé à blanc, et une fumée écarlate en dégageait. Les gardes Melusai se jetèrent sur les intrus pour protéger leur maîtresse. Ils offrirent une bonne résistance, mais Volturnos se hâtait et fendait les rangs des ennemis avec une détermination implacable. Et il finit enfin à atteindre le masquoir, déterminé à interrompre ce rituel macabre. D'un geste, Volturnos abattit son épée sur le chaudron mère, le brisant en deux dans une explosion de métal tordu et de sang bouillonnant. Cela provoqua une déflagration si violente qu'elle projeta Volturnos et sa monture au loin. Au même moment, Glavia et son hoste d'édonite a pu observer cette explosion de sorcellerie au loin qui a fait éclater le toit de leur forteresse. Une forme étrange, indistinguible, s'échappa du brasier, entraînant derrière elle d'étranges couleurs, et elle s'éloigna rapidement vers l'océan. À la vue de cette étrange comète, les Odonites poussèrent des cris de joie et se retirèrent soudainement du combat pour embarquer dans leur quadrirème et suivre la direction de cette étrange apparition. Dans la salle du masquoir, les survivants Khainites et Idonettes reprirent peu à peu leurs esprits. Ils commençaient à entreapercevoir un immense corps ophidien qui émergeait du chaudron. Un monstre ailé couronné de serpents sifflants qui inspirait la terreur à tous ceux qui le contemplaient. Et il semblait abriter une autre silhouette entre les anneaux de son corps de serpent, dont on pouvait apercevoir des dents blanches luisantes dans un grand sourire au milieu d'un masque de sang. Le cœur du haut roi Volturnos fut alors empli d'effroi alors qu'il commençait pleinement à réaliser à quel genre d'entité il faisait face. Le regard
regard de Moratti reflétait la douleur et l'épuisement, mais également le triomphe le plus absolu. Volturnos proclama qu'il condamnait à mort Moratti pour son vol et ses crimes. Mais l'ancienne grande oracle sourit avec mépris et il commençait pleinement à réaliser qu'elle était maintenant bien plus qu'une mortelle. Étant lui-même l'un des derniers survivants du massacre d'un dieu, il était probablement l'un des plus à même de le reconnaître. Alors que la forme elfique de Moratti se déplaçait dans la salle dévastée, la créature serpentiforme imitait chacun de ses mouvements. Volturnos chargea avec sa monture, Uasal, et tenta un ultime assaut en visant la gorge de Moratti. Mais d'un seul geste, elle invoqua des vrilles de fumée noire qui les projeta à terre. Au même moment, le monstre serpentin s'apprêtait à lui asséner un coup fatal. Mais avant qu'elle ne pût asséner le coup de grâce, la forme elfique de Moratti s'interposa. Même si elle était entièrement couverte de sang, la nouvelle déesse irradiait une aura presque palpable. Elle avait à présent fusionné avec les derniers vestiges de Kane. La grande oracle n'était plus et elle avait cédé la place à Moratti Kane. De façon assez inattendue, elle ordonna qu'on relâche les guerriers Akelians et ensuite même aux armées de Agnar de se replier et d'épargner les Idonès. En s'adressant à Volturnos, elle affirma que elle et eux n'avaient plus de raison de se battre. D'après ses dires, les Kénites et les Idonès étaient plus semblables qu'il n'y paraissait. Chacun était des parias méprisés par ceux qui s'estimaient plus nobles qu'eux, comme Teclis et son frère, qui les détruiraient s'ils en avaient le pouvoir. Mais ensemble, ils pourraient former une alliance pour faire front contre les empires de Ish. Et à la grande surprise de Volturnos, Moratti Kane reconnut même ses crimes, bien qu'elle ne s'en excusât en aucun point, mais fit tout de même un geste en gage de bonne volonté, et lui rendit la lanterne ocarienne, bien qu'elle était en partie endommagée, mais pas totalement détruite. Elle émettait des étincelles d'énergie semblables à la lueur qu'émettent certains poissons dans les abysses, et Volturnos semblait entendre d'elle une funèbre mélopée. Moratti caressa les lucioles éthérées entre ses doigts et expliqua qu'elle avait ramené nombre d'âmes grâce à la lanterne, et elle les lui offrait de bon cœur avec la relique. Ces âmes étaient en fait les esprits des Sitaï, les ancêtres des Idonès, dont seul Volturnos était le dernier survivant. Et Moratti promit que cela n'était qu'un avant-goût de ce qu'elle pourrait lui offrir en échange d'une alliance. Le haut roi la fixa du regard, considérant froidement les conséquences possibles de cette offre inattendue. L'esprit échauffé de n'importe quel autre guerrier après une telle bataille aurait rejeté cette proposition sur le champ, d'autant plus que les Idonès avaient subi de très lourdes pertes lors de la bataille de Agnar. Mais Volturnos et les elfes des profondeurs faisaient fi de telles passions du fait de leur rude existence. Ce qui était perdu, et maintenant le haut roi devait faire ce qui était le mieux pour son peuple. Et il accepta alors d'écouter ce que Moratti Kane avait à lui proposer. Quelque temps après, nous sommes du point de vue de la cité libre d'Anvilgard. C'est une grande cité portuaire au nord du vaste aride d'Akshi, le royaume du feu. Cette cité a été fondée par les éternels de l'enclume de l'Edenhammer et dont la forteresse de l'orage, le Nexus Noir, siège au centre de la cité. Les conditions environnementales d'Anvilgard sont connues pour être assez particulières. Elle est entourée d'une grande jungle verdoyante, ce qui est assez rare dans les étendues arides d'Akshi, et cette jungle a la particularité de prendre feu très régulièrement à cause d'une forte activité volcanique. Mais après ces épisodes, la forêt semble imbuée de magie akshienne et repousse soudainement, ce qui aussi menace constamment de recouvrir intégralement la cité d'Anvilgard. C'est pourquoi les alchimistes de la guilde des Sous-de-Fer ont développé un puissant défoliant qui est constamment relâché dans les environs de la cité et même dans ses rues, et produit une épaisse brume verte qui donne une atmosphère assez lugubre. On pourrait se demander pourquoi une cité est maintenue dans de telles conditions de vie. Eh bien cela serait dû à la présence de 4 portes au royaume qui seraient cachées à l'intérieur du Nexus Noir et dont les destinations sont jusqu'ici encore inconnues. De par sa position, cette cité portuaire a naturellement attiré énormément de marins et tout particulièrement des corsaires à elfes. D'ailleurs la cité est aussi connue pour avoir une très forte population d'elfes, certains originaires de l'ordre du serpent ou encore des couvents de sorcières noires. Certains membres de ces 3 cultures elfes ont d'ailleurs créé une organisation, une triade criminelle nommée les Cailles Noires, dont l'influence et le pouvoir éclipsent même le conclave qui gouverne supposément la cité. Jusqu'ici, les Cailles Noires avaient préféré rester secrètes, mais jusqu'il y a peu, le mystérieux maître de leur organisation
organisation, surnommée le Souverain, a commencé à ordonner des actions plus directes, notamment une série d'assassinats et d'enlèvements ciblant des figures d'autorité de la ville, ce qui a commencé à semer la terreur parmi la population. Certains parmi les Cailles Noires voient d'un mauvais œil le fait de sortir de l'anonymat, mais ils ont très rapidement mystérieusement disparu sous la surveillance de Drusa Kraes, une sorcière puissante et l'intendante du souverain. Peu de temps après, un seigneur véritant nommé Kaiser Wembrecht arrive à Anvilgard. Et pour rappel, c'est le même qui a participé à la bataille des 8 points et qui s'est sacrifié volontairement pour être envoyé à Azir et prévenir le dieu roi de leur échec. Il a depuis été reforgé et a été envoyé à la cité afin d'enquêter sur les séries de disparitions et de meurtres. Il se rend bien vite compte que la population est en proie à la paranoïa et même les soldats des guildes libres commencent à être touchés. Certaines rumeurs commencent d'ailleurs à attribuer ces disparitions à une chasse aux sorcières des éternels de l'orage. Une rumeur sans doute lancée par les Cailles Noires afin d'encore plus propager le doute. Wembrecht décide d'agir rapidement et organise des raids pour capturer des criminels notoires et des figures corrompues. Il les enferme dans les donjons du Nexus Noir et commence à les interroger. Grâce à la magie de sa lanterne d'abjuration, il découvre des effets secondaires de domination mentale chez certains captifs. Et ceux qui étaient sur le point de lui révéler des choses sont tout à coup morts de manière atroce alors que leur sang s'est transformé en ichor noir. Mais il réussit tout de même à obtenir d'eux un nom, les Cailles Noires. Alors qu'il commence tout juste à comprendre l'ampleur de cette potentielle organisation criminelle, une nouvelle très inattendue lui parvient. Morathi, la grande oracle de Kain, arrive soudainement à Anvilgard, à la tête d'une cohorte de guerrières kénites. En observant son entrée majestueuse dans la ville, il ne peut s'empêcher de remarquer que quelque chose a changé dans sa prestance. Elle dégage maintenant un charisme et une aura de conquérante. Ayant sûrement déjà été en la présence du dieu roi, il a peut-être une impression de déjà-vu. Mais à ce moment-là, il n'a peut-être pas encore pleinement conscience à quel point Morathi a changé. Cette dernière sort ensuite au hall des Intrépides, l'endroit où s'assemble le grand conclave de la ville, où elle est accueillie avec une grande déférence par ses hauts dignitaires et la grande matriarche Tarvila Etain, qui voient tous en elle une alliée précieuse qui pourra les aider à sortir de leurs heures de trouble. Cependant, tous ne lui offrent pas un accueil aussi positif. Le seigneur Veritan Wembrecht, notamment, reste assez méfiant et interroge d'ailleurs Morathi sur sa miraculeuse survie de la bataille des 8 points, ainsi que sur ses véritables intentions en venant à Anvilgard. En posant ces questions publiquement, il voulait laisser planer un doute sur ses motivations. Morathi répondit aux questions du seigneur Veritan avec un grand calme qui ne laissait transparaître aucune colère. Elle affirma que sa mission dans les profondeurs de la gueule de Varantax avait été un succès. Cependant, devant de larges forces ennemies, elle aurait dû ensuite battre en retraite et ne réalisa que trop tard la situation dans laquelle étaient les éternels à la surface. Mais elle assura qu'elle avait donné l'ordre d'envoyer des renforts. Aussi, avec un sourire assez glacial, elle présenta ses excuses au seigneur Veritan pour la souffrance qu'il avait dû endurer lors de sa métamorphose, et elle espérait qu'il ne souffrait pas des effets secondaires qui semblaient affecter ses frères et sœurs. Ces dernières paroles ont d'ailleurs provoqué une onde de choc parmi l'assemblée, car les rumeurs concernant les éternels étaient un sujet tabou parmi les Azirites, car il est important qu'ils restent des défenseurs indéfectibles afin de rassurer les mortels. Mais Morathi poursuivit même en insinuant que Wembrecht pouvait déjà ne plus être le même, et cela pourrait donc expliquer la justice expéditive et cruelle qu'il avait dispensée depuis son arrivée. Le seigneur Veritan resta impassible, masquant son irritation derrière un silence stoïque. Cependant, en entendant les murmures nerveux qui commençaient à se propager parmi les hauts dignitaires, il était clair que Morathi avait réussi à semer le doute dans leurs esprits. Cependant, Wembrecht leur rappela que de par la nature de sa mission, il n'avait aucune limite quand il s'agissait de traquer la sédition ou l'hérésie. À cela, Morathi ignora plus ou moins le seigneur Veritan et expliqua qu'elle avait été informée des troubles croissants à Anvilgard par les prêtresses du temple kénite de Keltnar qui supervisaient l'arène de combat de la ville, et qui est d'ailleurs l'une des plus grandes sources de distraction de celle-ci. Elle déclara qu'elle était prête à éradiquer le mal qui sévissait dans la ville, et ses paroles furent accueillies par des applaudissements enthousiastes de l'assemblée. La méfiance de Wembrecht envers elle ne faisait que croître. Le fait qu'elle avait disparu pendant la bataille des 8 points et qu'elle ait tout à coup apparu à Anvilgard au moment où la cité était le plus vulnérable était plus que suspicieux. Cependant, il ne pouvait accuser la grande oracle de Kain sans preuve. Peu de temps après, un épais brouillard a commencé à se lever sur la ville. Au début, les habitants n'étaient pas inquiets car ils étaient habitués à ce genre de choses à cause des gaz défoliants. Mais petit à petit, le brouillard est devenu de plus en plus dense jusqu'à complètement engloutir le port. Ceux qui osaient s'aventurer dans cette brume glaciale rapportaient des sensations étranges. Le temps semblait ralentir, l'air devenait lourd et chaque respiration ressemblait à une gorgée d'eau
d'eau glacée. La brume a alors commencé à s'étendre aux extrémités de la ville. Tout à coup, des feux commençaient à résonner dans les rues et des forces des guildes libres se mobilisaient en formation défensive. C'est alors que des cohortes de guerriers sortirent soudainement des brumes. Ces derniers arboraient les couleurs et les héralderies de la cité et ont donc été perçus initialement comme des renforts. Mais cette illusion se dissipa rapidement lorsque ces derniers retournèrent leurs armes contre leurs propres alliés. Cette trahison était l'œuvre de la sorcière Drusa Graes, qui avait usé de sa magie pour contrôler temporairement leurs esprits. Elle observait non loin le massacre avec une certaine satisfaction, perchée sur son grand dragon noir. Malgré la confusion, les soldats de la cité se battirent avec courage, abattant de nombreux ennemis. Mais ils perdirent peu à peu du terrain et furent acculés jusqu'au quai du port. Mais c'est alors que quelque chose surgit et les prit à revers depuis la mer. Pendant ce temps, au Nexus Noir, les Éternels commençaient à se mobiliser et ont envoyé des messagers afin de rallier les guildes libres. Mais malheureusement, les espions et agents de Drusa les ont interceptés et ont commencé à propager de fausses informations, laissant les défenseurs de la ville dans l'ignorance quant à la véritable nature de l'ennemi. Le seigneur Castellan Ephraim Van Helm, un vétéran des sièges en charge de la défense, ordonna à Venbrecht de sécuriser le hall des Intrépides où le conclave s'était réfugié, anticipant que ce lieu serait l'une des premières cibles de l'ennemi. Le seigneur Véritan commence à entendre des rumeurs qui insinueraient que certains elfes commencent à se retourner contre la ville, ce qui n'en manqua pas d'augmenter encore plus ses soupçons envers Moratti. Malgré la confiance qu'il a en lui, le seigneur Castellan cependant hésite à agir contre une alliée du dieu roi lui-même. Il lui demande de sécuriser le hall et d'essayer de trouver des preuves de la duplicité de Moratti. Pendant ce temps, le seigneur Castellan envoie des unités en reconnaissance pour évaluer la situation. Et ses forces sont rapidement attaquées par des chasseurs elfes et des chevaliers sur sang-froid, équipés d'armes enduites de venin paralysant, afin d'éviter que les Éternels préviennent Azir en mourant. Ces derniers sont d'ailleurs submergés par le nombre de leurs ennemis, et il est aussi clair qu'ils ont une meilleure connaissance du terrain. Van Helm ordonne alors à ses troupes de se replier derrière les murs du Nexus Noir, pour tenter d'y tenir leur position. Sans eux, Envegard est alors sur le point de tomber sous le contrôle de Drusa et de ses elfes. Renbrecht, de son côté, a réussi pour l'instant à sécuriser le hall intrépide et y a rallié des forces encore loyales à Envilgarde, majoritairement des humains et des Douardins. Par la suite, il apprend que le seigneur Castellan est piégé au Nexus Noir et que les forces elfes ont proclamé l'annexion d'Envilgarde, maintenant rebaptisée Arcoron, et ajoutée à l'empire de Moratti Kane. Une trahison qui ne le surprend pas vraiment. Malgré la situation, il décide de continuer la résistance et tente de reprendre le vieux mécafort de la cité, surnommé le Flambegroin, un immense bastion mobile. Avec l'aide des nains du roi Malto Lorixon, lui et ses forces loyalistes passent par des catacombes souterrains pour atteindre le mécafort. Mais alors qu'il progresse dans les tunnels, il réalise que des Charybdis et des hydres de guerre y avaient été relâchés par des dompteurs elfes. Les nains combattent vaillamment, même si leur rang se fait décimer par les créatures, mais ils réussissent éventuellement à abattre les bêtes. À partir de là, les plans changent quelque peu. Les nains de Lorixon jurent de reprendre le mécafort, et Venbrecht décide de retourner au Nexus Noir en renfort. D'ailleurs, bien que 4 portes au royaume se trouvent à l'intérieur du Nexus Noir, il semble qu'aucun renfort n'en soit encore arrivé. Lui et ses Éternels finissent par arriver à la place en face du Nexus Noir et se joignent à la bataille. Informée de ceci, la sorcière Drusa envoie des forces supplémentaires à la grande place, tout en maintenant la directive de capturer les Éternels vivants. Il faisait alors pleuvoir des orbes de gaz anesthésiants et des filets empoisonnés. Les taux commençaient à se resserrer sur les forces du Seigneur Véritan. C'est alors qu'un éclat de lumière incandescente inonda le champ de bataille, accompagné d'une cacophonie grandissante. La forteresse mouvante a été reprise et faisait tourner le courant de la bataille. Venbrecht réussit à acculer la sorcière Drusa, et alors qu'il s'apprêtait à abattre sa lame sur elle, une ombre colossale enveloppa la place. Le son du mécaphore et la cacophonie du champ de bataille s'estompa pendant un instant, les regards se tournaient vers le ciel. La créature réussit à détruire la cabine de contrôle de la forteresse, et elle finit par s'effondrer sur le côté. Et à ce moment-là, une force kainite, composée de Mélosai et de Kinerai, se joint aussi à la bataille. Dans le chaos, Venbrecht lui-même est gravement blessé par une flèche empoisonnée. L'issue de la bataille est alors évidente pour lui, et il tente un ultime assaut contre la Reine des Ombres elle-même, la forme de Méduse de Moratti. Avec ses dernières forces, il parvient tout de même à lui porter un coup, mais se fait ensuite enserrer entre ses puissants anneaux. Et, sous la pression, il tombe peu à peu dans l'inconscience, scellant par la même occasion
conclusion, la chute totale d'Envilgard. Lorsqu'il est revenu à ses esprits, Venbrecht était enfermé dans une cellule obscure d'un vaisseau elfe. Cependant, une étrange créature l'a éventuellement libéré en massacrant tout l'équipage. Ses motivations ou son identité étaient inconnues, mais cela permit à Venbrecht d'aller prévenir Azir. Et c'est là qu'on commence les événements de Brokenrealm Teclis, où le point de vue va basculer vers Ish, le royaume de la lumière, plus précisément à la cité de Sigmar de la conquête du pionnier, située sur le continent central, le Xintil. Cette cité est alors subitement attaquée par des processions de hante nuit. Et à la surprise des défenseurs, ces spectres ont même pu passer à travers les runes protectrices de la cité. Normalement, ces protections empêchent ces spectres, ou même les démons, de pouvoir maintenir leur forme physique. Mais elles avaient été en fait sabotée préemptivement par des agents de Nagash infiltrés, ce qui voulait dire que cela n'était pas une attaque désorganisée. Donc malgré l'effort combiné des forces sigmarites et du Minette, la situation semblait désespérée alors que des vagues de spectres submergeaient les rues. La cité aurait dû alors tomber, mais cela a été évité grâce à l'intervention de Teclis, l'illuminateur, et Selenar, l'esprit de la lune de Ish. Cependant, bon nombre des âmes des habitants de la cité ont été volées durant l'attaque. Et d'ailleurs, certaines des âmes luminettes ont été utilisées pour être mélangées avec des âmes humaines dans des pierres d'âme ossiarques, ce qui est venu ajouter une insulte encore plus grande pour les luminettes. Parce que voler des âmes c'est une chose, mais mélanger des âmes d'elfes avec des gueux d'humains c'en est une autre. Suite à cette incursion de la part de Nagash, Teclis use de sa magie pour apparaître devant lui à distance. Il lui somme de se retirer du royaume de la lumière. Le grand nécromancien proclame alors que les royaumes sont destinés à lui appartenir et que le peuple de Ish sera celui qui souffrira le plus pour sa défiance. Une guerre ouverte est alors de toute évidence déclarée. Teclis décide alors de réunir un host de Lumines pour lancer une attaque directe vers l'empire de Nagash. Leur but n'était pas d'envahir et de conquérir, mais d'obtenir rétribution avec une victoire symbolique, en prouvant que le royaume du grand nécromancien n'était pas intouchable. Pour pénétrer dans le royaume de la mort, l'host Teclien est passé par une porte au royaume caché qui connectait Ish aux montagnes de Maktar, situées dans l'après-vie d'Alost, la terre des héros tombés. D'ici, les lithomages alarites des temples des montagnes ont usé de leur magie pour enchanter des métallis afin de se servir de ces plateformes flottantes pour transporter rapidement les armées luminettes. Cela leur a permis de rapidement et discrètement traverser l'étendue de la mer de Nihilat pour ensuite attaquer par surprise les défenses de la côte du Nécrarque et ont ensuite aisément pénétré à l'intérieur de l'empire ossiarque. Un autre avantage qui venait jouer en leur faveur était le fait que le Mortar Katakros, le commandant des légions ossiarques, était encore engagé dans un conflit contre Archaon, l'élu éternel, aux 8 points. La force flottante des Luminettes a ensuite continué de dévaster tout sur son passage et a continué son avancée à l'intérieur des terres de Praetoris. Ils auraient pu essayer de s'attaquer à la forteresse de Gothizar, la capitale de l'empire ossiarque, mais de sa réputation quasi imprenable, il était plus sage de s'attaquer à une forteresse moins défendue. Lost s'est alors dirigé vers le Triptyque, un site assez important dans l'histoire de l'empire, composé de 3 citadelles massives et couronné par 3 immenses statues de Katakros et 2 autres grands commandants ossiarques. Ce lieu symbolisait la fierté et le pouvoir de leur empire. Pour les Lumines, les détruire enverrait donc un certain message et aurait une forte symbolique. Cependant, l'assaut du Triptyque ne s'est pas du tout passé comme prévu, car ils ont très vite appris que ces statues n'avaient pas juste un but artistique. Alors que les Métallis s'en approchaient, la statue de Katakros s'est animée et a fendu un des Métallis en 2, brisant son enchantement et faisant chuter nombreux d'elfes vers leur mort. Les 2 autres statues ont aussi commencé à s'animer et à s'attaquer aux autres Métallis. À partir de là, la bataille a été assez chaotique. Les Lumines au sol ont commencé à se réorganiser comme ils le pouvaient. Lior Usral, le régent d'Imetrika, était d'ailleurs parmi leurs rangs et a mené une partie des défenses. Depuis le ciel, Teclis et Selenar ont amorti la chute des Lumines du mieux qu'ils le pouvaient, grâce à leur magie avec des sorts de lévitation ou de filets de lumière. Et cela tout en étant attaqués par des morghastes volants et rencontrant les sorts combinés des sorciers ossiarques. D'ailleurs, de plus en plus des troupes ossiarques avaient commencé à sortir de la forteresse pour directement attaquer les Lumines au sol. Mais peu après ceci, c'est là que se dissipa une illusion à l'est de la forteresse
qui dévoila le gros des forces Lumines sur Métalis qui n'avaient pas encore été déployées. Et avec leur attention détournée, ils finirent par réussir à détruire la forteresse et ses statues. Plus à l'est, les territoires ossiarques des terres d'Equus se font aussi attaquer par la cavalerie rapide et mobile des Lumines, épaulée par les mages Urarakan des temples du Zéphyr. Leurs victoires auront tout de même été remportées à un certain prix. Suite à cela, ils ont envoyé des messagers vers différentes cités et pays de Shaiish afin de les informer de leur victoire. Ce message raviva la flamme de l'espoir dans les cœurs de centaines de milliers de mortels à travers Shaiish et fomenta par la même occasion encore plus de résistance contre l'empire de Nagash. Les Luminettes ont aussi marqué les sous-mondes où ils sont passés de runes protectrices afin d'empêcher ces territoires de dériver lentement vers le Nadir de Shaiish. D'ailleurs, en parallèle, Nagash voulait étendre l'influence du Nadir vers les autres royaumes. Pour ce faire, il était nécessaire de détruire des portes au royaume et de les remplacer par des vortex liés au Nadir. Et il a confié cette mission à 3 de ses mortarques pour qu'ils le fassent dans 3 royaumes différents. Manfred von Karstein, le mortarque de la nuit, a été chargé de propager cette influence dans la région du renouveau éternel à Giran, le royaume de la vie. Et pour ce faire, Manfred devait conquérir une région corrompue par Nurgle. Neferata, la mortarque du sang, avait quant à elle pour cible Shamon, le royaume du métal, et Arkan, le mortarque du sacrement, avait pour cible Ish. Pour sa mission à Giran, Manfred avait choisi la porte saignante, une porte royaume située à Invidia, au nord-est du renouveau éternel. Le territoire autour de la porte était recouvert de marécages putrides infestés de maladies, et était sous le contrôle du grand jardinier de Nurgle, Horticulus Slimux. Manfred est donc arrivé par la porte au royaume, et a commencé à faire route vers le nord avec ses légions de morts-vivants. Ces dernières n'étaient d'ailleurs pas vraiment affectées par l'environnement, même si les marais et la boue les ralentissaient quelque peu. Le Mortarque a ensuite commencé à attaquer les tribus humaines vénérant le Seigneur des Mouches. Un grand nombre d'entre eux a été massacré et les survivants ont été capturés afin qu'ils soient sacrifiés pour que leur essence alimente le rituel destiné à transformer la porte saignante. Le Mortarque a alors commencé à manipuler les énergies de Shaiish pour tisser un sort capable de détruire la porte et de créer un vortex vers le Nadir. Cependant, sa présence a naturellement attiré l'attention d'Horticulus Slimux, mais aussi une force de Sylvanès venue de l'ouest, menée par Alarielle, la reine éternelle, qui avait senti le flux de magie de la mort perturber son royaume. Mais elle avait aussi une autre raison plus personnelle, car elle détestait Manfred von Karstein plus que tout autre vampire. Car dans l'ancien monde, il avait sacrifié sa fille, Aliatra, dans un rituel d'ailleurs assez similaire à celui qu'il était en train d'accomplir. Le seigneur vampire n'eut alors d'autre choix que de diviser ses forces sur plusieurs fronts. Il lui a envoyé ses meilleurs chevaliers vampires sur dragons morts-vivants, afin d'essayer de ralentir le plus possible la déesse de Giran. Il tenta même de la déstabiliser à distance avec des sortilèges, mais sa colère était telle qu'elle arrivait à les contrer tout en massacrant ses meilleures troupes. Et pour ne rien arranger, Horticulus Slimux avait lui aussi réussi à défaire les forces envoyées contre lui. Le rituel commençait même alors à être brisé par la magie d'Alarielle, et donc Manfred décide alors tout simplement d'abandonner son armée et de fuir à travers la porte sanglante, juste après avoir fait une révérence théâtrale et moqueuse devant la déesse. Oui, Manfred sera toujours la plus grande des petites fouines, peu importe les âges. On ne sait pas trop ce qui se passe après entre les armées qui restent, mais à mon avis, une fois que les armées mort-vivantes ont été décimées, il y a probablement dû avoir une bonne confrontation entre les Sylvanès et les serviteurs de Nurgle, mais ensuite on change encore de point de vue vers le royaume du métal, où la reine Neferata va tenter une invasion discrète cette fois-ci dans la région de la croix spiralée. Contrairement à Manfred, elle va tenter un rituel discret dans une porte au royaume cachée à l'intérieur d'une montagne. Mais malgré une préparation méticuleuse, il y a une intervention inattendue de la part d'une jeune amiral Caradron nommée Imoda Baraxdottir, qui était arrivé là avec son équipage en quête de richesse. Quelque part, moi ça m'étonne pas trop, on est à Shamon, le royaume du métal, il est difficile de retourner un caillou sans trouver un douardin. À la vue de ce rituel étrange, l'amiral tente de l'arrêter, mais après de lourdes pertes devant les forces de Neferata, elle n'a d'autre choix que de battre en retraite. De retour à Baraxiflin, elle fait la rencontre de 2 elfes, les jumeaux Elania et Elator de la nation luminette d'Iliata. Leur mission étant de protéger les royaumes, ils décident de faire route avec
avec une force luminette vers la montagne de Grantium où était la source de cette corruption. Le combat s'est vite engagé contre l'armée de morts-vivants de Neferata qui fait tout pour les ralentir afin de laisser aux alcoolites vampires le temps de finir le rituel. Les Lumines parviennent à briser les lignes des squelettes, mais leur avancée est de nouveau ralentie par des nuées de chauves-souris menées par un Terrorgeist. À force d'usure, les forces luminettes commencent à être diminuées, et l'influence néfaste du Nadir commençait à se faire sentir. Mais c'est alors que l'un des lithomages Alarites arrive à entrer en contact avec l'esprit de la montagne. Ce dernier était dans une colère immense, alors que le rituel des morts-vivants le faisait pourrir de l'intérieur. Grâce à l'aide de l'âme lithomage, il a réussi à prendre une forme physique faite de métal et d'or, ornée d'une tête d'auroch majestueuse et maniant un immense maillet de pierre. Fou de rage, il abattit sa masse sur le destrier de Neferata, ce qui désarçonna cette dernière. Et grâce à son intervention, l'équilibre de la bataille a basculé et le rituel a fini par être interrompu. Quant à Arkhan, le mortarque des sacrements, il avait choisi pour cible la porte de la fosse noire, qui était située sur Emetrica, l'un des segments continentaux de Ish. Le territoire qui entourait la porte était depuis longtemps évité par les Luminettes, car il y sommeillait encore des effets secondaires de l'Okaridara, la grande apocalypse auto-infligée des elfes du royaume de la lumière. Arkhan arriva avec une armée composée de milliers de squelettes, ainsi que la myriade du néant, sa légion personnelle d'Ossiarques, qui ont la réputation d'avoir des corps construits extrêmement résistants à la magie, chose qui sera très utile dans un combat contre les armées de mages luminettes. Les forces du Mortarque ont ensuite progressé à travers les vallées montagneuses d'Imetrica. Les forces luminettes tentèrent de lui tomber une embuscade en exploitant leur connaissance du terrain, mais Arkhan avait pallié à cette éventualité et a su replier ses forces au moment opportun, ce qui força les luminettes à attaquer prématurément. Avec l'avantage de la surprise perdue, la bataille se transforma en une guerre d'usure que les morts-vivants ont emporté sans trop grande difficulté. Face à ce premier échec, les luminettes se tournèrent vers des mesures plus radicales. Ils commencèrent à bombarder le champ de bataille avec leur artillerie et brûlèrent les corps de leurs morts afin d'éviter qu'ils soient utilisés pour agrandir les rangs de leurs ennemis. Son armée étant en difficulté, Arkhan décida de s'adapter en invoquant un maelstrom de magie noire qui lui permit de transporter ses forces à travers la fosse noire. Il décida alors de changer de cible et passa par une autre porte au royaume, les portes paradoxales, situées dans le désert de la faim, à l'extrémité de Ish, sur Exia, l'anneau qui entoure tous les segments continentaux. Les mages Sinari furent en mesure de détecter sa présence, cependant cette position les mettait dans un grand désavantage, car l'extrémité des royaumes est extrêmement instable, et dangereuse même pour les morts-vivants, bien que pour eux des pertes soient moins importantes. Mais pour les luminettes, il était clair qu'envoyer une armée dans ce désert de magie instable signifiait la mort assurée. Pourtant, l'un d'entre eux se porta volontaire, la lumière d'Altarion. Son corps étant constitué de lumière pure, il était donc l'un des êtres qui avait le plus de chances de pouvoir survivre dans l'extrémité de Ish. Et aussi, accessoirement, il avait une ancienne rivalité avec Arkhan, car c'était justement le roi Lich qu'il avait tué lorsqu'il n'était encore qu'un mortel dans l'ancien monde. Lui et de courageux volontaires partirent affronter les Ossiarques dans les confins du royaume, et durant la traversée, nombre d'entre eux ont péri, alors que leurs corps se sont transformés spontanément en cristaux. Seule une poignée d'entre eux a réussi à atteindre le désert de la faim. Ils firent face à l'armée d'Arkhan, qui n'était pas non plus indemne après un certain temps passé à cet endroit. À la vue d'Eltarion, Arkhan manifesta des illusions de lui-même afin de le ralentir. Ce dernier manifesta sa lumière afin de le dissiper et un duel éclata entre les deux vieux ennemis. Pendant le combat, Arkhan essaya d'ailleurs le même sort qu'il avait utilisé pour le tuer la première fois, tout en essayant de l'attraper à la gorge. Cependant, cette fois, sa main se désagrégea à son contact. Le Mortarque décida ensuite de battre en retraite vers les portes paradoxales, mais Eltarion le rattrapa et le poussa brutalement au sommet d'une dune, à quelques mètres seulement de l'extrémité totale des confins de Ish, là où les lois de la réalité n'avaient plus cours. Une fois au sommet, il le repoussa une dernière fois, et dans un grand rugissement de rage, Arkhan s'évapora purement et simplement. La mission des trois Mortarques aura échoué, et pour ne rien arranger, Manfred van Karstein a d'ailleurs profité de sa défaite assez rapide, et l'absence de sa rivale Neferata sur ses terres, pour justement envahir son territoire. Moi j'appelle ça faire une Manfred. S'il a l'occasion de trahir, il trahit. Je pense sincèrement que dans une autre vie, il a dû être un Skaven.
Lui et Moratti d'ailleurs, pour moi ce sont deux membres honoraires d'Escaven. Du coup, à ce stade-là, Nagash est quelque peu désappointé, après que ses terres aient été raidées par les Lumines, qu'un de ses mortards fait semblant d'essayer d'accomplir sa mission, qu'une autre ait la pire des malchances, et que son bras droit se fasse désintégrer. Le grand nécromancien décide alors que c'est peut-être le moment de faire le boulot soi-même. C'est alors que dans le royaume de la lumière, le ciel s'assombrit au-dessus d'Imitrika. Les montagnes elles-mêmes tremblent comme si elles étaient terrifiées, et de leurs flancs jaillissait un liquide carmin, épais et à l'odeur tenace. Donc c'est à ça qu'on reconnaît que le dieu de la mort arrive, le paysage lui-même se souille. Et enfin, au milieu d'un hurlement d'énergie magique, Nagash, traversant au passage sans aucun effort, les défenses magiques et les sceaux que les Lumines avaient posés pour éviter que d'autres ennemis passent par la porte. Le seigneur suprême de la non-vie était lui-même venu pour appliquer la sentence de son jugement. Et derrière lui suit bien sûr plusieurs armées ossiarques, mais aussi de squelettes, de zombies et même de Anthony. Il commence alors à dévaster les terres d'Imitrika en semant la destruction et de la corruption nécromantique partout où il passe. Des armées de plusieurs nations luminettes sont venues à leur rencontre afin de défendre Ish. Et l'apogée de l'affrontement des deux immenses forces s'est fait au mont Avalénor, la plus haute montagne du royaume de la lumière, où le dieu Teclis lui-même est venu à la rencontre de Nagash. Et c'est là que le duel entre deux des plus grands maîtres des arcanes a commencé. Les sorts et incantations qu'il lançait déchaînaient des forces qui ébranlaient la montagne elle-même et de par leur ampleur décimaient des pans entiers des armées autour d'eux. Au début, Selenar, l'esprit de la lune, chercha à déstabiliser Nagash pour assister Teclis, mais Nagash le repoussa d'un simple sort. Le grand nécromancien ne lançait pas juste des sorts destructeurs contre l'illuminateur, mais l'accablait aussi de visions cauchemardesques, le laissant entrevoir des mondes recouverts par le nadir de Shaish, afin d'essayer de le déconcentrer ne serait-ce qu'un instant. Teclis parvint tout de même à rassembler ses forces et à lancer un rayon de lumière pure qui a dissipé les morts autour de Nagash, qui n'ont apparemment même pas été envoyés à Shaish. La magie était si intense qu'ils ont vraiment été bannis à jamais, et le rayon a même réduit en cendres certains des livres de Nagash. Suite au contre-coup, le dieu de la mort a poussé un cri si puissant que la roche de la montagne s'est fissurée et une avalanche de pierres est venue écraser une partie de l'armée des Luminettes. La force de ce cri de Banshee était telle que même Teclis sentait un effroi progresser en lui. Il invoqua alors une sphère de lumière autour de lui et une autre autour du grand nécromancien. Et tout à coup, il n'était plus au sommet du mont Avalénor, mais au milieu d'une mer d'étoiles lointaines. Teclis les avait tous deux téléportés dans le vide éthérique, là où le son de son cri ne pourrait plus être entendu. L'esprit de Teclis était alors embrumé, mais pendant un instant, quelque chose dans les yeux de la figure qui trônait sur son bâton lui apporta une clarté d'esprit. Nagash chargea alors Teclis en abattant son antique épée Zephed Neptar, dont le fil de la lame semblait fendre la réalité elle-même. Teclis a d'abord tenté de parer avec son épée, mais bien qu'elle ait été forgée par les meilleurs forgerons de la nation de Siar, elle ne pouvait pas vraiment rivaliser avec une telle arme. Ce n'est qu'en brandissant son bâton lunaire, le bâton de l'Iliath, qu'il a réussi à arrêter la lame noire à quelques centimètres de son front. Et bien qu'il soit immortel, il pouvait sentir sa peau vieillir et se ramollir juste en étant à sa proximité. Alors que la lame s'approchait de son visage, deux rayons d'énergie pure de Ish jaillirent de ses yeux et frappèrent le gorgerin de Nagash. Mais ça n'aura pas été assez pour le traverser. Le grand nécromancien frappa avec le sceptre qu'il tenait dans son autre main pour désarmer Teclis, et son épée entra ensuite aussitôt au contact du torse de Teclis, qui sentit alors son essence être aspirée. Avec ses forces diminuées, son sortilège de téléportation se dissipa, et ils se retrouvèrent de nouveau au sommet du mont Avalénor. Avec l'épée maudite qui le drainait, sa défaite semblait approcher, mais il aperçut soudain une lumière en dessous d'eux qui lui redonna espoir. L'esprit de la lune Selenar canalisait sa lumière pour renforcer 6 luminarques de la conquête du pionnier qui étaient venus en renfort. 6 rayons d'énergie lunaire fusèrent de ces machines arcaniques et frappèrent au torse, à l'abdomen et même au visage de Nagash, ce qui créa une ouverture pour Teclis. Il canalisa sa lumière dans les lentilles d'Etherquartz de la luminarque du Xintil pour générer un rayon suffisamment puissant pour percer le crâne de Nagash. Dans un sourire triomphant,
Teclis canalisa l'énergie des pierres d'Aether Quartz portées par tous les luminettes alentour et s'en servit pour façonner des chaînes de lumière afin d'enchaîner le grand nécromancien au grand mont Avalenor. Les grands esprits des montagnes se réunissèrent autour de lui et commencèrent à briser son corps de toutes parts en continuant à le frapper encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une silhouette noire et amorphe qui a fini par réussir à glisser de sa prison et s'est enfui en direction de la porte de la fosse noire vers Shaish. Le grand nécromancien avait été finalement vaincu, même si Teclis savait pertinemment que cela n'était que temporaire et qu'il finira par se reformer, même s'il avait au moins fait gagner au royaume mortel quelques instants de répit. L'illuminateur n'en était d'ailleurs pas non plus sorti indemne, car la malédiction qu'il avait subie de la lame du grand nécromancien semblait avoir affaibli son corps de manière permanente. Être diminué de cette façon lui rappela sa maladie lorsqu'il n'était encore qu'un mortel. Peu de temps après sa victoire, alors qu'il pensait encore ses blessures, il reçut la visite de la Reine éternelle. Et on apprend pas mal de choses intéressantes dans leur conversation. Déjà, on apprend que c'est elle qui l'aurait aidé à travers les yeux du bâton de Liliat, car Alarielle est une réincarnation d'Isha, la fille de Liliat, et donc elle a un lien spirituel avec cette déesse. Ce qui lui permet d'ailleurs de voir à travers cet artefact, et donc probablement de toujours pouvoir espionner Teclis. C'est là que va commencer l'histoire de Brokenheim Be'lakor, et qui va naturellement beaucoup graviter autour des machinations du premier prince, qui cherche à redevenir le favori des puissances de la ruine, et à faire tomber son rival, Archaon, l'élu éternel. Et il se trouve qu'une série d'événements avait commencé à lui faire entrevoir une ouverture pour justement y arriver. Alors que le seigneur Croak, à la tête d'une armée de séraphons, a pris pour décision d'attaquer une tour d'argent située dans l'Omnipoint, qui pour rappel est un sous-royaume possédant 8 portes, aussi appelées omniportes, menant à chacun des 8 royaumes, ce qui en fait un point stratégique vital. Dans cette tour d'argent se trouvait un invocateur catectique que les séraphons cherchaient à neutraliser, car ils ont la capacité de corrompre des portes au royaume, qui sont, aux yeux du seigneur Croak, vitales dans le grand plan des anciens. Et d'ailleurs, petit aparté pour expliquer ce que sont les invocateurs. Ils sont tous au nombre de 9 et sont de puissants démons de Tzeentch, chacun ayant le commandement d'une des tours d'argent, qui sont des structures cristallines où les lois de la réalité sont altérées. Leurs couloirs tortueux peuvent mener à différents endroits, notamment à des endroits des royaumes mortels dont les portes au royaume ont été corrompues, ou même parfois dans le domaine de Tzeentch lui-même, le labyrinthe de cristal. Il est important de noter que les 8 points, qui étaient avant majoritairement sous le contrôle d'Archaon, à petit étaient envahis de toutes parts par différentes factions. Sous les ordres de Nagash, les Ossiarques et Antonuit, menés par Katakros et Olinder, ont pris la porte de Shaish. Et grâce aux machinations de Moradzi, la porte de Giran a été reprise par les forces combinées des Éternels, des Kénites, ainsi que l'assistance d'Alarielle. La garde de la porte de Giran a ensuite été confiée à l'Host des Éternels et Chevaliers Sanctifiés, sous le commandant du seigneur célestan Gardus, âme d'acier. Peu après la prise de cette porte, leurs défenses ont vite été mises à l'épreuve, alors qu'ils se faisaient assiéger par une immense armée de Norgul menée par les fils bénis. La bataille semble tourner au désavantage des Éternels, mais c'est alors qu'un événement étrange se produit, alors qu'une armée de séraphons frappe le flanc de l'armée du chaos, ce qui redonna espoir aux forces de Gardus pendant un instant, jusqu'à ce que tout à coup, les séraphons disparaissent aussi vite qu'ils étaient venus, laissant de nouveau les chevaliers sanctifiés face à un combat désespéré. Mais au prix de nombreux sacrifices, y compris celui de Gardus lui-même, ils réussissent à tenir suffisamment jusqu'à ce que des renforts de l'Host des Marteaux de Sigmar arrivent, menés par le seigneur célestan Nihilat. Et ensemble, ils réussissent finalement à tenir la porte de la Genèse. Quant à l'armée de séraphons qui était brièvement apparue, elle était menée par le seigneur Salan Kuotek. Ils n'avaient pas pu rester pour aider les forces des Éternels, car ils avaient un autre objectif. Cependant, leur intervention, bien que brève, aura peut-être permis de faire gagner juste le temps qu'il fallait pour laisser le temps aux forces de Nihilat d'arriver avant qu'il ne soit trop tard. Mais la mission des séraphons était de progresser le plus rapidement possible à travers les 8 points afin d'atteindre la tour d'argent, dont les forces avaient d'ailleurs leur attention détournée
contre les éternels de l'orage, une diversion que les séraphons cherchaient justement à exploiter. L'invocateur catectique de la tour ne les a donc repérés que bien trop tard. Malgré cela, les séraphons ont rencontré beaucoup plus de résistance qu'ils ne s'y attendaient. Mais au prix de nombreuses pertes, ils ont éventuellement réussi à affaiblir la tour d'argent. Cependant, l'invocateur a commencé à faire léviter sa tour afin de s'enfuir. Lorsqu'elle quitta l'atmosphère des 8 points et entra dans le vide éthérique, beaucoup de Saurus et Skink ont été aspirés dans son néant. Cependant, le Seigneur Croak observait tout cela à distance, à bord du vaisseau ziggurat Itzla Uitlan, qui orbitait non loin. Le combat se poursuivit jusqu'à ce qu'ils arrivent au-dessus du royaume du métal, où finalement les séraphons réussissent enfin à abattre la tour d'argent, ainsi que l'invocateur qui se trouvait à l'intérieur. En parallèle de tout ceci, Be'lakor avait déployé ses légions démoniques vers le royaume de la mort, plus précisément la région de Dolorum, qui est le domaine de Dame Olinder, la mortarque du deuil et la reine des processions de Antenuy. Avec son attaque surprise, Be'lakor a réussi à pénétrer les défenses de la capitale de Dolorum et à atteindre ce pourquoi il était venu, le sarcophage de Dame Olinder, qui était le seul point faible de la reine spectrale. Et si ces restes venaient à être détruits, elle pourrait être bannie à jamais, un secret dont très peu avaient connaissance. Mais alors que le premier prince était sur le point d'abattre sa lame sur elle, il arrêta son coup brusquement à quelques millimètres du cadavre de la mortarque. Et c'est alors qu'elle dévoila ses véritables intentions. Il avait mis Olinder au pied du mur, afin qu'elle n'ait d'autre choix que d'accepter un marché. Il lui proposa une alliance, en échange de quoi il couperait le lien des éternels vers Azir, ce qui les empêcherait de renaître et permettrait à la mortarque de s'emparer de leurs âmes. Et aussi, petit aparté, on apprend aussi que c'est lui qui avait libéré l'un des éternels capturés à Envilgarde, afin que Sigmar soit au courant de sa trahison et ainsi instiguer un conflit entre eux. La mortarque accepta la proposition du premier prince, à la condition qu'il prouve qu'il pouvait vraiment accomplir ce qu'il prétendait pouvoir faire aux éternels. Be'lakor est ensuite passé à la phase suivante de son plan, qui consistait à aller saboter des portes au royaume, à Shamon, le royaume du métal, qui avait été affaibli car il se trouvait dans la région des désolations de la Rouille, qui était justement l'endroit où la tour d'argent qui avait été détruite par les séraphons s'était écrasée. Mais ces ruines émanaient toujours des énergies chaotiques qui affaiblissaient les portes au royaume. Be'lakor organisa des attaques dispersées, orchestrées pour paraître comme des événements indépendants, afin que les différents avant-postes de Sigmar établis sur les différentes portes au royaume croient à différents incidents mineurs indépendants, et non pas à une attaque à grande échelle. Ce qui a fait qu'au moment où Be'lakor a décidé de frapper fort, leur défense n'était pas prête. Plusieurs portes au royaume ont donc ensuite été détruites et remplacées par des portails vers les royaumes du chaos, ce qui a empêché tout espoir de renfort pour les peuples de la Grande Alliance de l'Ordre, et a agrandi les armées du premier prince par la même occasion. Au milieu de tout ce chaos cependant, des caradrons du stratoport de Baraknar ont commencé à comprendre ce qui se passait après avoir découvert des pyrotueurs morts et une porte au royaume détruite. Ils ont tout de même trouvé un survivant pyrotueur qui aura pu leur rapporter que c'était là l'œuvre de plusieurs seigneurs démons. Leur vaisseau s'est alors ensuite dirigé à toute allure vers Barak Urbaz afin d'avertir le Geldrad, le grand conseil des amiraux de toutes les flottes caradrons. Pendant ce temps, Gardus Amdacier avait été reforgé et cherchait à comprendre pourquoi les séraphons les avaient abandonnés au dernier moment lors de la bataille pour la porte de la Genèse. Il chercha des réponses auprès de Dracosion, le grand drac céleste, qui était justement proche des séraphons. Après de longues prières, il eut éventuellement une réponse et même une audience auprès du seigneur Croak. Ce dernier ne parla pas avec des mots, mais avec des visions. Deux grandes cités qui étaient sur le point d'être détruites. De par leur apparence, Gardus reconnaît Excelsis, la cité des prophéties de Gur, et Vindicarum, la grande cité sainte de Shamon. Mais c'est cette cité qui lui a apporté une vision encore plus terrible. Les âmes de tout un host des éternels de l'orage, perdus à jamais. Gardus comprit alors que son devoir l'appelait à Vindicarum et se mit en marche avec ses chevaliers sanctifiés, tout en sachant que cette fois la mort pourrait signifier une éternité de souffrance dans les royaumes infernaux des dieux sombres. Peu de temps après, justement, les processions de Antenuy d'Olinder, associées aux armées de démons de Be'lakor, s'étaient attaquées à la porte d'or blanc, une porte au royaume de la région de Prosperia, qui était un point stratégique très important, car c'est la porte au royaume la plus proche de Vindicarum. Les forces des guildes libres de Vindicarum, qui gardaient la porte, se sont vite fait submerger.
Mais ils ont réussi à tenir suffisamment longtemps pour que le conclave de Vindicarum envoie des renforts éternels. Ensemble, ils arrivent à mettre en déroute l'attaque et à garder le contrôle de la porte. Mais cela faisait justement partie du plan de Be'lakor. Il s'est servi de l'énergie de la tour d'argent qui rendait les portes instables pour créer une onde de choc qui les a en quelque sorte fait entrer en surcharge. La porte au royaume a été détruite et relâché énormément d'énergie chaotique. Les éternels étaient complètement coupés d'Azir et un vortex empêchait leur foudre de percer les nuages. Les Antonuits, menés par Ekenor, le sombre chantre, étaient alors libres de prendre leur paiement en âme d'éternel de l'orage. Et à ce jour, on ne sait pas vraiment encore ce qu'ils vont en faire. Ensuite, la route vers Vindicarum était alors complètement libre pour les légions de Be'lakor. Lorsque le siège a commencé, ces armées étaient d'au moins 6 fois plus nombreuses que la garnison de la ville. Le conclave a essayé d'envoyer des messagers pour quérir de l'aide, mais tous furent déchiquetés par des démons ailés avant même de pouvoir vraiment s'éloigner de la ville. Les défenseurs de la cité pensaient alors qu'ils étaient seuls. Cependant, peu de temps après, la foudre frappa. Gardus et ses chevaliers sanctifiés étaient arrivés à temps pour participer à la défense de Vindicarum. D'ailleurs, apparemment, Gardus a quelques a priori envers les habitants de Vindicarum, mais aussi leurs éternels, les Vindicateurs célestes. Pour lui, ce sont vraiment des fanatiques complètement aliénés. Mais quoi qu'il arrive, il fera son devoir pour protéger les mortels. Alors qu'ils sont en route vers la ville, ils remarquent que le ciel est devenu rouge et une pluie de sang déferle, ce qui serait dû à la présence d'autant de démons. Alors que les massacres du siège commencent, le Haut Conseil du Galdrad des Caradrons se réunit en réaction à cette menace grandissante. La question de potentiellement intervenir se pose, cependant les différents stratopores n'arrivent pas à se mettre d'accord, surtout à cause du coût et les potentiels dangers sur leurs intérêts commerciaux que pourrait engendrer une mobilisation à grande échelle. Seuls Baraknar et Barak Ziflin étaient déterminés pour une intervention immédiate. Cependant, les opinions changent très vite quand Humboldt, un maître Undriner, proclame qu'une tempête de magie est concentrée sur Vindicarum, probablement due à l'onde de choc que Be'lakor avait provoquée. Ces tempêtes sont connues pour attirer des veines d'éther or dans un large rayon. Et donc, devant un potentiel profit, une stratoflotte est envoyée pour aider Vindicarum, où justement d'ailleurs la bataille fait rage. Au début, les légions de démons ont dû encaisser les nombreuses défenses explosives de la ville. Le périmètre des murs avait été piégé avec des mines, et l'artillerie et les fusiliers sur les remparts faisaient pleuvoir le feu sur eux. Cependant, par la simple force de leur nombre, ils ont éventuellement réussi à gagner du terrain et arrivent à submerger le premier anneau de rempart. Peu à peu, les différents remparts défensifs de la ville tombent et la bataille atteint son paroxysme lorsque les forces du premier prince arrivent au dernier rempart connu sous le nom du collier de fer. Et à ce moment-là, la cité semblait perdue. Be'lakor allait réussir à détruire l'un des plus grands symboles de la foi sigmarite. Une insulte au dieu roi et une preuve qu'il mérite de nouveau la faveur des dieux sombres. Les dernières défenses menées par Gardus, âme d'acier, tiennent autant qu'elles le peuvent, et éventuellement un duel décisif éclate entre Gardus et Be'lakor. Grâce à son agilité et sa rapidité, le premier prince évite toutes les attaques de l'âme d'acier. Gardus s'efforce tout de même de maintenir sa défense autant qu'il le peut, mais il est clair que Be'lakor joue avec lui pour l'humilier. Mais c'est alors qu'Aranflé est aperçu à l'horizon, la flotte des Caradrons était enfin arrivée. Leur présence galvanisa les derniers défenseurs de Vindicarum. Il y avait peut-être encore une chance, une dernière lueur d'espoir pour renverser la bataille. L'arrière des forces de Be'lakor a vite commencé à être bombardé par les vaisseaux de l'armada Caradron. Le premier prince n'a alors d'autre choix que de se retirer de Vindicarum pour faire face à cette menace aérienne. Le maître des ténèbres a alors commencé à projeter des ombres pour terroriser les Caradrons. Be'lakor arrive sur l'un de leurs vaisseaux et s'attaque à son capitaine, le maître Undriner Humboldt, qui avait réussi à convaincre le Galdrad d'intervenir. Mais alors que Be'lakor est sur le point de l'achever, sa force était telle qu'elle troubla grandement Be'lakor. Un arcanote nommé Grumpty, qui semblait être plus grand d'un pied que les autres Droardins, arrive à parer sa lame avec un simple marteau arrivé. Et pendant un instant, le maître Undriner vit la peur dans les yeux du premier prince. Be'lakor poussa un immense cri de rage, déploya ses ailes et s'enfuit dans les nuages. Et là, la première question qu'on se posait, c'est qui c'est ce Grumpty? Eh bien, on apprend un peu plus tard qu'il s'agissait en vérité du grand forgeron Grug
Agni lui-même, qui s'était caché au milieu de ses enfants et qui s'était décidé à enfin combattre. Be'lakor était confiant sur le fait qu'il pouvait vaincre les défenseurs de Vindicarum et l'armada Caradhran. Il était paré à quasi toute éventualité, mais jamais il n'aurait pu prévoir l'arrivée d'un être aussi ancien et puissant que le vieux forgeron. Donc devant cet imprévu, on peut comprendre qu'il a décidé de battre en retraite. Et sans leur commandant, les légions de démons sont bien vite mis en déroute par les derniers défenseurs de Vindicarum et l'armada Caradhran. La ville est alors en ruine, mais elle est sauve. Les Caradhran auront réussi à rentabiliser leur intervention, et bien sûr, la cité de Vindicarum devra leur être redevable pour plusieurs générations. Car après tout, de par leur code, rien n'est gratuit. Cependant, la tempête créée par Be'lakor, qui empêche les éternels de pouvoir aller vers Azyr après leur mort, continue de se propager et menace d'autres régions, mettant en péril les âmes des éternels de l'orage. C'est là que les événements du 4e livre commencent, et où Alarielle, la reine éternelle, va profiter de l'état diminué de Nagash suite à sa défaite pour entreprendre un rituel qui visera à contrebalancer les effets du nécroséisme, un cataclysme qui a envoyé des vagues d'énergie nécromantique à travers tous les royaumes. Le rôle du rite d'Alarielle, le rite de la vie, a pour but de faire quelque chose de similaire, mais avec la magie de Ghiran. Le point central de ce rituel sera le chêne des âges passés, un arbre sacré plus ancien encore que les royaumes eux-mêmes. Non seulement ce rituel pourrait soigner les plaies qu'aura provoqué le nécroséisme, mais aussi purifier les domaines qui auront été corrompus par le dieu Norgol. Naturellement, lorsque ce rituel a commencé, il fut très vite opposé par les puissances de la ruine. Une horde d'hommes bêtes menée par le chaman Goragan Kai a cherché à souiller l'arbre avec l'aide d'un artefact maudit de Norgol. De nombreux Sylvanès se sont sacrifiés pour les en empêcher et les ont retenus tout le long du rituel, jusqu'à son paroxysme où le chêne des âges a commencé à vibrer et à renaître, absorbant toute la vie autour de lui, en partie celle des Sylvanès tombés au combat. Les fruits ont commencé à tomber du chêne, et lorsqu'ils ont éclos, un tout nouveau genre de Sylvanès est né, les baladins chante-guerre, capables de propager la mélodie de la reine éternelle, revigorant la flore et purifiant les terres partout où ils passent. Avec cette surcharge de magie de la vie, les assaillants hommes-bêtes se sont fait déchiqueter de toutes parts par la végétation. Cette nouvelle vague de vie s'est propagée à travers tous les royaumes et a revigoré toute forme de vie, aussi bien la flore que la faune. Donc en plus de Ghiran, l'autre royaume qui a tout particulièrement réagi à ce rituel a été Gur. Les paysages vivants de ces étendues sauvages ont commencé à se déchaîner et même certaines choses qui sommeillaient depuis bien longtemps se sont éveillées. Quelque part dans le royaume des bêtes, alors que les montagnes tremblaient et que la terre se fendit, une antique prison s'est brisée et un dieu primal en est sorti. Et sa colère s'étendra à travers Gur et même jusqu'à la grande cité d'Excelsis, une ville construite autour de la lance de Malus, un morceau de l'ancien monde dont les fragments peuvent apporter à ceux qui les consomment des visions du futur. C'est pourquoi Excelsis est aussi parfois surnommée la cité des prophéties ou encore la cité des secrets. Mais malgré tous ces dons, ils n'ont pu voir le danger arriver, car dernièrement la cité a été affaiblie, car elle a été assaillie de toutes parts, aussi bien de l'extérieur par les innombrables menaces bestiales de Gur, et tout particulièrement les hordes pauvertes qui ne sont tenues en respect que grâce à l'host des éternels, des chevaliers Excelsior qui protègent la ville. Mais il y a aussi eu des menaces intérieures qui l'ont aussi affaiblie, car plusieurs cultes œuvrant pour les puissances de la ruine se sont lentement infiltrés dans toutes les strates de la cité. Très récemment, le culte de Tsench de la voie tracée, mené par le grand arbitre de la ville, Hortam Vermeer, a infiltré la collégiale des arcanes et s'est assuré de limiter les visions de ses oracles pour rendre aveugle la ville aux menaces qui s'approchaient d'elle. Heureusement, ce complot a été déjoué par des agents de l'ordre d'Azyr, le chasseur de sorcières Anivertol et un sergent des guildes franches nommé Armand Calice. Cependant, les machinations de culte n'ont pas été stoppées avant que de nombreuses prophéties sur le futur aient été perdues. Plus tard, un autre culte a mis en péril la ville, nommé la confrérie de la pierre de
Négation, qui était en apparence un groupe de fanatiques sigmarites qui attisaient la haine contre la magie et ses utilisateurs, les jugeant coupables des calamités et des malheurs qui ont accablé les mortels ces dernières années, notamment les sorts persistants et sauvages de l'Arcanum Optimar enclenché par le nécroséisme. Ces fanatiques ont commencé à traquer les sorciers qu'ils jugeaient trop dangereux, et tout particulièrement des elfes à cause de leur grande maîtrise de la magie. Et alors que des membres de cette communauté ont commencé à disparaître, les tensions ont commencé à monter de plus en plus, ce qui a provoqué des représailles violentes et a mené la cité au bord de la guerre civile. Des prophéties apocalyptiques ont commencé à circuler parmi les élites de la ville, tandis que la population commence à sombrer dans la peur et la paranoïa. Deux autres agents de l'ordre d'Azir ont enquêté sur ces événements, les chasseurs de sorcières Dolaria et Galen Vendenst, un père et une fille originaires d'une famille noble des principautés d'améthyste de Sheish. Après de nombreuses interrogations, ils n'ont malheureusement trouvé aucune réponse. Se tourner vers le devin d'Excelsis semblait être la seule solution, mais leur rang avait été très sévèrement diminué à cause des actions du culte de Tsench et de la confrérie de la pierre de négation. Ils n'eurent alors d'autre choix que de se tourner vers une pyramide couverte de glyphes qui était l'ambassade des Séraphons dans la ville. Pour bien des mortels, ces êtres étaient entourés de mystères, mais leur sagesse était reconnue par beaucoup. Dolaria a été invitée dans la pyramide seule. L'intérieur semblait étrangement plus vaste que l'extérieur. Elle a été accueillie par un skink portant une couronne de plumes. Il communiqua avec elle par l'esprit et elle reçut des visions du futur. Elle comprit que la cité serait bientôt assiégée et en son cœur une créature monstrueuse allait émerger d'une prison faite de cristal et de miroirs. Les Séraphons eux-mêmes n'arrivaient pas à en cerner la nature à cause d'une magie mystérieuse qui la voilait. Les Vendans décidèrent ensuite de porter ces informations au fort de l'orage des chevaliers Excelsior. Peu après, des explosions retentirent dans la ville et on pouvait voir des flammes vertes s'élever depuis les docks, alors qu'une armée de Skaven avait lancé une attaque sur la ville. Les soldats des guildes libres et les chevaliers Excelsior se sont mobilisés pour les contenir, mais pendant ce temps, la confrérie de la pierre de négation avait profité de cette diversion pour réaliser un étrange rituel. Il s'avère qu'une partie de cette confrérie était en fait manipulée par deux entités du chaos nouvellement formées, nées de la forme protéenne, qui a été expulsée par Slaanesh suite au rituel de Morathi qui l'a fait devenir une déesse. Ces deux nouvelles entités étaient les jumelles jumeaux de Slaanesh, Sinessa et Dexessa. Depuis des mois, elles attisaient les obsessions de la confrérie pour les corrompre de l'intérieur. Et maintenant, certains de leurs membres, devenus cultistes, réalisaient un rituel en sacrifiant des elfes et en réunissant des miroirs qui permettra aux enfants de Slaanesh de passer à travers les défenses magiques de la cité et d'apparaître directement dans son cœur. Pendant ce temps, encore une autre menace s'approchait. La créature qui avait été libérée par le rite d'Alariel n'était autre que Kragnos, le dieu des séismes et la fin des empires. Il avait été enfermé dans une prison suite à ses crimes contre l'empire des Draconites qu'il a failli exterminer. Il aura fallu que les princes draconiques Karazai et Krondys s'allient avec le seigneur Krok pour le contenir. Pendant les millénaires qu'il aura passé emprisonné, il n'aura rêvé que de destruction et de vengeance contre ses geôliers. Et alors qu'il était enfin libre, il poussa un cri si puissant qu'il résonna à travers tout Gur. Mais Kragnos n'était pas le seul à avoir été galvanisé par le rite de la vie. Pauvert, Gargan, Groth, Ogor et même Trogos, tous les peuples de Gorkamorka étaient déchaînés. Gordrak, le point de Gork, et Skragroth, le roi Louf, avaient réuni ensemble l'une des plus grandes wags qu'il n'y avait jamais eu, et qui se dirigeait naturellement vers la plus grande cité libre de Gur. Skragroth avait pour plan de réunir 3 artefacts sacrés qui permettraient de faire tomber avec certitude les murs d'Excelsis. Mais Gordrak, impatient, rejeta l'idée et décida de foncer directement sur la cité des prophéties. De son côté, Kragnos fait la rencontre d'un clan de méga gargants qui se fait appeler le piétinement de Gaillet. Au début, les géants prenaient Kragnos pour un autre géant sur une monture gigantesque. Mais bien vite, Kragnos anéantit de nombreux d'entre eux et l'un des survivants lui offrit sa massue par soumission. Bien vite, d'autres géants se rallièrent à sa nouvelle armée. Il finit éventuellement par arriver aux ruines de son ancien empire, plus à l'est, aussi connu sous le nom de la carcasse de Donze. Il réalise bien vite que son peuple est parti, mais aussi que des peaux vertes, menées par Gordrak, approchent pour essayer de s'emparer de la cité
qui se trouve sur les vestiges de la Terre qu'il cherche à reprendre. Le point de Gork n'était alors qu'un potentiel rival pour le dieu des séismes. Et bien vite, ces deux puissances de la nature se firent face. Kragnos piétinait les rangs des Orruk par dizaines. Les sorts des chamans de Gordrakk ne semblaient avoir aucun effet sur lui. Gordrakk, monté sur son Mokrocha, fonça sur lui, et le duel entre ces deux géants commença. Kragnos asséna le premier coup, fracturant une aile de la monture de Gordrakk. Mais la bête planta ses crocs dans le torse du dieu, qui essaya de la déloger en abattant son bouclier à plusieurs reprises sur elle. Mais la créature semblait tenir bon. N'arrivant pas à déloger Gordrakk ou sa monture, ce dernier les rapprocha de lui afin d'essayer de les engloutir dans ses mâchoires. Mais le poing de Gork enfonça sa hache dans sa bouche, lui brisant des dents au passage. Puis il sauta sur son épaule pour pouvoir lui mettre un coup de boule pile poil entre les deux yeux. Cela créa une ouverture pendant un instant et instinctivement, le Mokrocha ouvrit ses mâchoires pour tenter de l'achever. Cependant, Kragnos était bien plus résistant qu'il n'y paraissait et il eut la force de lui asséner encore un coup de bouclier et le frappa avec sa massue à plusieurs reprises au poitrail. La force du coup a projeté la créature sur un pic rocheux et l'impact l'a fait s'écraser sur les trois combattants. Le dieu des séismes a été le premier à se relever des décombres. Fou de rage, il se rua vers Gordrakk qui se redressait prêt à faire face au dieu qui le chargeait. Mais c'est là que Skragrott a décidé d'intervenir car elle considérait qu'il avait trop investi pour laisser Gordrakk se faire tuer aussi inutilement. Le roi Louf leva les bras en l'air et entre eux, on pouvait voir la mauvaise lune briller. Et alors qu'il hurlait, des rochers en forme de crocs ruisselaient du ciel et ont formé une barrière entre les deux combattants. Pendant un long moment qui a paru être une éternité, Kragnos, Skragrott et Gordrakk semblaient se jauger les uns les autres. Le dieu des séismes finit par briser le silence et commença à avancer vers Excelsis. Il se retourna vers Gordrakk en soutenant son regard et pointant sa massue en direction de la cité, puis continua d'avancer. Et toujours prêt pour un autre combat, le poing de Gork lui emboîta le pas avec la Wag. C'est vraiment ce genre de dynamique primale et instinctive qui rend la destruction intéressante. Parce que pour rappel, Kragnos ne parle absolument pas leur langue. Puisqu'il vient de l'âge des mythes, il parle une langue morte, mais pour autant, ils peuvent parfaitement se comprendre. On pourrait presque croire que la baston est une langue universelle en somme. La ville d'Excelsis se trouve alors attaquée de l'intérieur par des Skaven, ainsi que les enfants de sa neige dans l'ombre, et avec l'une des plus grandes wags des royaumes mortels menée par un dieu à ses portes. Les défenses de la ville étaient chaotiques. La population essayait tant bien que mal de garder espoir et de combattre les incendies. Mais le malheur des uns fait aussi parfois le bonheur des autres. Et de nombreux mercenaires de Gur avaient afflué vers la cité pour proposer leurs services en échange de richesses, demandant bien sûr des prix exorbitants, en sachant très bien que le conclave de la cité ne pouvait refuser. La cité obtenut alors comme renfort des mercenaires pyrotueurs, une compagnie d'ogres et même un trio de nécromanciens qui assuraient ne pas être sous l'égide de Nagash et qui ne pratiquaient leur art que sur les bêtes de Gur. En d'autres circonstances, de tels individus auraient probablement été chassés, mais à situation désespérée, mesure désespérée. Les chevaliers Excelsior ont éventuellement réussi à purger les Skaven et ont ensuite renforcé les défenses de la cité autant qu'ils le pouvaient pour se préparer à l'arrivée de la Wag qui pouvait être observée de très loin. En parallèle, les séraphons de l'ambassade, sous la direction du seigneur Croak, interviennent en secret et utilisent leur magie pour apposer des protections sur la ville. La priorité du seigneur Croak n'est toutefois pas de sauver Excelsis, mais d'utiliser son siège pour détourner l'attention de plus grandes menaces, notamment celle de Kragnos, car il projette éventuellement de fermer les portes au royaume autour de la cité afin de l'isoler et d'empêcher qu'il ne propage sa destruction dans les autres royaumes, quand bien même la destruction d'Excelsis serait le prix à payer. La Wag arrivait par l'ouest, mais quelque chose d'autre pouvait être observé en train d'approcher par la mer à l'est, une flotte de navires de fortune Orruk. Et pour ne rien arranger, alors que la Wag avançait, on pouvait observer un bélier gigantesque porté par 4 méga-gargants. Mais lorsqu'ils sont arrivés à portée de tir de la ville, les porteurs de l'arme de siège ont bien évidemment été ceux sur lesquels se sont concentrés les tirs d'artillerie, et le bélier géant est bien vite neutralisé. Cependant, l'arrivée de Kragnos change radicalement la situation. Le dieu des séismes mène une
charge dévastatrice qui impacte les murs avec une telle puissance que des sections entières du mur s'effondrent, créant une immense brèche dans la cité. La cavalerie rapide des Uruk en profite pour pénétrer en premier à l'intérieur. Les jumelles Sinessa et Dexessa, qui étaient encore dans l'ombre jusqu'ici, profitent de cet exact moment pour entrer en scène. Elles progressent très aisément et quasiment sans aucune résistance jusqu'au palais Excelsium, le siège du grand conclave de la ville. La cité d'Excelsis, qui avait été longtemps considérée comme imprenable, semblait maintenant approcher vers sa fin. Depuis la mer, des méga-gargants, des mangeurs de kraken, ainsi que la flotte Uruk, ont aussi commencé à attaquer le port. Mais c'est alors que quelque chose émerge des brumes de la côte. Une centaine de navires menés par une arche noire. Ces corsaires à elfes viennent en aide aux défenses du port et à leur tête se tient une alliée plus qu'inattendue, Morathi Kane. Les défenseurs de la cité ont alors repris l'espoir pendant un instant, bien que presque à contre-cœur, étant donné sa réputation et sa prise dans Vilgard. Elle et ses filles de Kane débarquèrent et se jetèrent dans la mêlée. Pendant ce temps, Doloria et Galen Vendenst, accompagnés d'un régiment de chevaliers Excelsior, faisaient route vers le palais Excelsium et engagèrent le combat avec les filles de Slaanesh. Grâce à la maîtrise du bannissement de démons, des chasseurs de sorcières et au sacrifice des éternels, les jumelles sont renvoyées avec succès dans les royaumes du chaos. Cette menace avait été écartée, mais il restait toujours la Wag et bien sûr Kragnos. Morathi, de son côté, progressait vers l'intérieur de la cité depuis le port. En chemin, elle a senti une fragrance familière qui semblait venir du palais Excelsium. Quelque chose qu'elle reconnaissait comme familier, presque intime. Ce qui laisse penser que les jumeaux de Slaanesh et elle ont un certain lien de par les conditions de leur naissance et de son ascension. Mais ensuite, elle remarqua la présence de Kragnos. Elle reconnut la fin des empires par rapport aux histoires de ces ravages qu'elle avait entendues des millénaires auparavant. Alors qu'elle observait, le dieu centaure sentit instinctivement son regard, et après avoir poussé un rugissement, il galopa immédiatement dans sa direction. Et pendant ce temps, Morathi détecta la présence normalement invisible du seigneur Croak qui lévitait au-dessus d'eux. Au même moment, des troupes saurus se joignirent à la bataille pour repousser la Wag. Alors que le dieu des séismes s'approchait, Morathi tenta de le ralentir en formant des tentacules d'ombre autour de lui. Mais une fois au contact du dieu, elles ont presque été instantanément dissipées. La déesse matérialisa ensuite 5 lances de sang et les projeta vers Kragnos. Mais il leva son bouclier et les projectiles se dissipèrent dessus en une brume carmin. Croak se joignit aussi au combat et fit pleuvoir des météores sur le centaure. Mais une fois de plus, cela semblait pas avoir vraiment beaucoup d'effet grâce à la protection du bouclier. Kragnos était enfin arrivé à portée de Morathi Kane, et alors qu'il était sur le point d'abattre sa masse sur elle, son alter ego, la Reine des Ombres, s'interposa et empala l'épaule du dieu centaure. Il s'enroula ensuite autour de lui en anneau avec son corps de serpent pour essayer de l'étouffer. Alors que les deux entités luttaient, ils basculèrent sur un temple sigmarite et l'écrasèrent. Morathi Kane, qui observait en hauteur, réalisa que le dieu centaure était imbué de la force du royaume de Gur lui-même, et par conséquent, il n'était probablement pas possible de le tuer. Elle proposa alors à Croak de s'allier pour le bannir à un endroit différent grâce à un portail. La destination aura cependant été aléatoire de par leur plan improvisé. Lorsque le portail s'ouvrit, Morathi reconnut les pics enneigés du continent de Biarl. Connaissant le passé de Kragnos, Morathi invoqua une illusion à travers le portail pour lui donner l'apparence des anciennes spires de l'Empire Draconis, les grands rivaux du dieu des séismes. Lorsque le dieu centaure aperçut ces images et entendit le cri d'un dragon, il sauta sans hésitation vers le portail. Une fois la menace majeure écartée, ceux qui restaient des survivants d'Excelsis réussirent à repousser la Wag avec l'aide des Kénites et des Séraphons. Et éventuellement, ceux qui restent de la Wag bat en retraite, dont notamment Gordrak. Plus tard, après la bataille, Morathi est convié dans la salle du conclave par le Célestin Primus, qui était venu sous les ordres du dieu roi. Ils ont une discussion assez animée sur le fait qu'elle a trahi le Panthéon en attaquant en Vilgard. Il concède qu'elle a contribué à sauver la ville en affrontant Kragnos, mais cela ne rachetait en rien la prise d'une cité. Et à cela, Morathi répond le plus calmement du monde qu'elle était une déesse
et qu'elle faisait ce qui lui plaisait. À cela, le Célestin Primus souleva son Gamaraz et était prêt à infliger le jugement du dieu roi. Un combat aurait sans aucun doute ensuite éclaté si Grogny, le grand démiurge, n'était pas subitement apparu pour calmer les esprits. Il se permet même un ton assez amusant et paternaliste envers la déesse du meurtre et le bras armé de Sigmar. Et c'est là-dessus que se conclut l'histoire des Broken Realms. Par la suite, Kragnos va faire la rencontre des Krull Boys et de Gobstrak, la bouche de Mork. Et l'événement connu sous le nom de l'ère de la bête a maintenant commencé et va continuer tout le long des croisades Éophore, mais ses effets seront éventuellement interrompus par la Malruine et l'ère des Skaven. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette série, elle se passe majoritairement du point de vue des dieux et je trouve très intéressant justement de les voir interagir entre eux. Au cours des livres, on a pu voir plusieurs événements extrêmement impactants sur les héros immortels. Et l'apogée est sans doute le rituel de la vie d'Alariel, qui montre un peu le genre de réaction en chaîne ou effet domino presque cosmique que peuvent avoir les actions des dieux. Et bien souvent, il y a des conséquences inattendues. Par exemple, le nécroséisme a donné l'Arcanum Optimar, et le rite de la vie aura amené l'ère de la bête en libérant Kragnos, qui lui-même a eu d'ailleurs un impact sur la naissance du prophète du grand racornu Vizixcour. Chaque action a une réaction quelque part. D'ailleurs, Kragnos ne sera pas le seul à avoir été libéré d'une prison, car on sait plus tard que la prison d'Usharan a aussi été affaiblie par le rituel de la vie. Mais d'un autre côté, le rite n'a pas eu que des effets négatifs, car il a dissipé les énergies nécromantiques du nécroséisme, et a aussi enclenché l'initiative des croisades Éophore pour créer énormément de nouvelles cités grâce aux conditions de vie plus favorables. Et donc c'est vraiment un aspect de l'âge de Sigmar que j'aime beaucoup. Quand les éléments de l'univers sont liés et réagissent entre eux, ça apporte vraiment plus de cohésion à l'univers. J'espère que vous aurez apprécié le suivi de cet événement narratif. Prochainement, je prévois de faire une vidéo sur les événements qui entourent la guerre des âmes et le nécroséisme, et une autre sur ceux qui entourent la guerre des portes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si ce que je fais vous plaît et que vous aimeriez en voir plus, considérez à soutenir la chaîne en la rejoignant en tant que membre YouTube, ou sur Tipeee si vous préférez. Et si vous avez envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, vous pouvez aussi soutenir la chaîne et faire des économies jusqu'à moins 20% en commandant par le lien partenaire de la chaîne dans la description. Merci pour votre soutien peu importe sa forme, et à la prochaine.